En 2023, une mystérieuse brume blanche a englouti une grande partie de la planète, créant une zone morte où les humains se sont éveillés avec des pouvoirs psychiques et où les animaux se sont transformés en monstres. Faisons un bond de 2 siècles dans un village désolé, juste à l'extérieur de cette même zone de brume. Ici, une femme aux cheveux rouges reproche à son frère son manque total d'endurance, alors qu'il lui fait la courte échelle contre un mur depuis près d'1 heure. Et elle n'a absolument aucune pitié pour ses jérémiades, le traitant de larve pour avoir séché l'entraînement des jambes. Mais notre gars serre les dents, lui disant de bien regarder de quoi il est capable. Elle jette un œil par-dessus le mur avec des jumelles, mais il lui dit soudainement d'arrêter. Il s'avère que pendant 7 ans, il a tout essayé pour franchir cette barrière invisible. Cet endroit est une prison, et son espoir s'amenuise tout comme la flamme de cette lanterne, aggravée par le fait qu'il perd peu à peu la vue à cause d'une maladie inconnue. Malgré la douleur et la frustration, sa détermination à s'échapper n'a jamais été aussi forte car il en a marre que tout le monde lui dise que partir n'est qu'un rêve insensé. Il a fini d'attendre l'autorisation, et décide de prendre les choses en main ce soir. Plus tard dans la nuit, sa sœur dort quand une présence menaçante défonce leur porte, et notre gars la réveille avec cette question de génie, « Tu dors ?» ce qui lui vaut la réponse la plus sarcastique et méritée qui soit. N'ayant pas de temps à perdre, il lui dit de prendre Papimu et de filer. Mais elle refuse de l'abandonner, lui rappelant sa promesse de briser le mur. Alors il fait lui-même une promesse, lui assurant que tout ira bien. Un flashback montre le jour où la brume est apparue pour la première fois, engloutissant toute leur ville il y a 7 ans. Dans le chaos, sa petite sœur a trébuché et est tombée, se retrouvant séparée de la foule en fuite. Mais une version plus jeune de notre héros lui a tendu la main, la suppliant désespérément de l'attraper, en promettant qu'ils sortiraient de cet enfer ensemble, peu importe le prix. C'est ce jour-là qu'elle a juré de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il puisse enfin briser le mur invisible. De retour au présent, il sait qu'il peut attendre, mais la santé de Papimu décline rapidement, et leur seul espoir de remède est de trouver un autre campement humain hors de cette prison. Il lâche alors une bombe, révélant que cette zone interdite n'est censée le piéger lui, pas elle. Sa sœur, maintenant bien éveillée, l'étrangle aussitôt, refusant de l'abandonner. Il essaie de la repousser, lui disant de se sauver elle et grand-père au lieu de perdre du temps. Il change donc de tactique, suggérant qu'elle pourrait partir, devenir une puissante psychique, puis revenir le chercher. Cela la fait s'arrêter un instant, considérant la logique de son plan désespéré. Et elle accepte, mais retourne la situation en disant qu'elle va se préparer pour que ce soit lui qui puisse partir plus tôt. Avant même qu'il ne puisse digérer ça, elle lui attrape le bras, lui demandant de ne pas partir tout de suite. Elle le serre dans ses bras, essayant juste de savourer ce moment avant que tout ne change. Le lendemain matin, notre garçon se tient dehors, sa détermination renforcée pour le voyage à venir. Au même moment, sa sœur emmène Papimu en voiture, qui trouve tous ses bagages un peu suspects. Mais elle dissimule sa nervosité, affirmant qu'il transporte juste des outils supplémentaires pour un travail. Papimu n'y croit pas une seconde, sachant très bien qu'elle lui cache quelque chose. Il frappe le tableau de bord de la main, exigeant qu'elle arrête la voiture et fasse demi-tour pour son petit-fils. Pendant ce temps, sa sœur appuie sur l'accélérateur, laissant notre gars affronter la ville désolée tout seul. Voici Gaofan, et il s'avance dans une zone mortelle qui s'étend depuis 2 siècles. Mais ce n'est pas n'importe qui. Il est la seule personne connue à y avoir survécu. Il s'avère que tout cet endroit fonctionne selon un ensemble de règles mystérieuses et mortelles, et que le seul guide est un livre imparfait assemblé par des générations de personnes mortes en essayant de les comprendre. Alors naturellement, il y entre d'un pas tranquille, ignorant totalement les panneaux d'avertissement lui disant d'abandonner tout espoir. Il mise tout sur un seul souvenir, déterminé à trouver une issue ou à mourir en essayant. Sa famille désormais en sécurité, Gaofan marche vers la barrière invisible une dernière fois. Il traverse le mur scintillant, et le monde de l'autre côté n'a rien à voir avec ce qu'il imaginait. Car au lieu d'un terrain vague, il trouve des fleurs qui éclosent à travers la neige. Toute cette ville est envahie par des arbres luxuriants et éclatants, un paradis secret caché à la vue de tous. Gaofan se rend compte que cette prétendue zone morte est en réalité un écosystème florissant. Et pendant une seconde, il pense avoir trouvé un nouveau foyer pour sa sœur et Papimu. Il trouve même de l'eau fraîche et des fruits, décidant de prendre un moment pour se reposer et reprendre des forces. Grâce aux provisions que sa sœur lui a préparées, il peut se cuisiner un vrai repas chaud, savourant ce qui pourrait être sa première nourriture décente depuis des lustres, totalement ignorant de ce qui l'attend. Puis, en pleine bouchée, sa vision devient blanche alors que sa maladie frappe sans aucun avertissement. Cette redoutable cécité intermittente est de retour, et au pire moment possible. Il serre les dents, s'attendant à ce que les habituelles secondes de ténèbres passent. Mais cette fois, c'est différent, ses yeux s'illuminent d'une énergie étrange et sa vue revient plus claire que jamais. Sa vision s'éclaircit pour révéler une liste de règles littéralement tatouées sur son propre bras, laissant Gaofan complètement perplexe face à ce nouveau développement pour le moins étrange. Ce sont les règles de la zone restreinte, et les enfreindre signifie la mort instantanée. Il comprend enfin que toute cette zone mortelle fonctionne selon un système strict et invisible. Mais aussi vite qu'elles sont apparues, les règles s'effacent de sa vue. Il fait le lien. Il n'a survécu que parce qu'il cesse de laver les mains, suivant une règle dont il ignorait l'existence. Cela lui donne une idée brillante. S'il peut voir toutes les règles, il sera pratiquement invincible ici.
Alors bien sûr, il essaie de déclencher à nouveau son nouveau pouvoir et échoue immédiatement, tombant à la renverse. Il semble que cette capacité révolutionnaire ne soit pas vraiment quelque chose qu'il puisse contrôler à volonté. Il en déduit alors que manger la viande de monstre a dû déclencher la cécité temporaire et le gain de puissance qui a suivi. De vieilles recherches le confirment. La viande de monstre peut stimuler les capacités psychiques, il lui suffit donc d'en trouver d'autres à manger. Pendant ce temps, dans un complexe voisin appelé le camp des veilleurs de nuit, un homme reçoit une alerte concernant une soudaine fluctuation d'énergie en plein cœur de la zone restreinte. Il s'agit de Li Shin, le capitaine des veilleurs de nuit, et il rassemble immédiatement son équipe. Son escouade se rassemble rapidement pour la mission, prête à être déployée à la minute près. Le premier est Yang Gu, le spécialiste du combat rapproché de l'équipe qui se présente au rapport. Il est suivi par Zhao Leng, le tireur d'élite de l'équipe au cache-œil stylé, et pour compléter le groupe, Zhu Xiaoming, leur membre de soutien spécial. Elle commence tout de suite à harceler le capitaine Li au sujet de sa blessure en cours de guérison, à son grand agacement. Mais il la coupe court, expliquant qu'ils ont détecté des cristaux psychiques et qu'ils doivent partir maintenant. Son équipe proteste immédiatement, soulignant qu'ils viennent tout juste de s'échapper de cet endroit et qu'il est encore blessé. Mais Li Shin frappe du poing sur la table, déclarant que les cristaux sont plus importants que leur vie. Les ordres de leur capitaine étant clairs, l'escouade se met au garde-à-vous sans dire un mot de plus. 30 minutes plus tard, ils sont profondément enfoncés dans la zone restreinte, ayant déjà sécurisé le cristal cible. Alors qu'ils fuient, Li Shin ordonne à Yang Gu de prendre le cristal et de courir pendant que les autres le couvrent. Yang Gu n'hésite pas, fonçant à une vitesse surhumaine pour évacuer le paquet, et il n'était pas trop tôt, car une bête gigantesque pousse un rugissement à glacer le sang, révélant un monstre ressemblant à un singe désormais à leur trousse à travers les rues désolées. Il s'élance dans les airs, avec l'intention d'écraser le capitaine Li en lui bondissant dessus. Il hurle alors à son tireur d'élite de tirer et d'éloigner le monstre de leur coureur. Zhao Leng, toujours aussi professionnel, aligne son tir avec ce fusil ridiculement surdimensionné. Il tire une seule balle de gros calibre imprégnée d'énergie psychique, la faisant fendre le paysage enneigé droit vers la bête en plein vol. Le monstre tourne la tête, remarquant à peine le projectile en approche, juste avant que la balle ne vienne se fracasser directement sur le côté de son crâne. Yang Gu jette un coup d'œil en arrière, acclamant le tir à la tête parfait de son coéquipier. Cette créature s'écrase contre un bâtiment voisin, semblant complètement neutralisée une seconde, mais elle se relève aussitôt, alors Yang Gu bondit pour finir le travail lui-même. Il invoque son attaque signature, créant un éventail de 100 lances dorées dans les airs, déclenchant ses 100 fleurs de lances dorées pour littéralement déchiqueter le monstre en dessous. Yang Gu donne l'ordre, déclenchant son attaque ultime avec un rugissement furieux, envoyant une véritable tempête de lances dorées pleuvoir du ciel, qui s'abattent sur le monstre singe, semblant le réduire en charpie. Mais la bête se contente de rugir en retour, déclenchant une onde de choc bleu qui dévie chaque lance. Cette onde de choc frappe le capitaine Li Shin, arrachant instantanément la chair de tout son bras, et Zhu Xiaoming crie d'horreur en voyant son capitaine soudainement à moitié squelette. Il l'attrape simplement en lui hurlant de le mordre, une demande tout à fait saine des prix dans cette situation. Elle plante ses dents dans son poing, et une énergie de guérison verte commence immédiatement à briller, remontant le long de son bras et régénérant rapidement tous les muscles et la peau vaporisée. Au même moment, le monstre singe commence à escalader un gratte-ciel, toujours bel et bien vivant. Alors Li Shin saute sur son dos, décidant de rendre ce combat vertical, et attrape sa queue pour prendre appui pendant qu'il prépare son prochain coup. Le monstre essaie de l'écraser contre le bâtiment, mais une barrière dorée surgit pour bloquer le coup, donnant à Li Shin l'ouverture parfaite pour crier à son tireur d'élite de tirer. Une autre balle psychique fend l'air, visant droit vers la tête de la bête, et celle-ci l'atteint en plein dans l'œil, la faisant hurler de pure agonie. À bonne distance, Zhao Leng abaisse son fusil ridiculement surdimensionné, le travail accompli. Le monstre enfin à terre, Li Shin explique que les fluctuations psychiques de la zone en font un aimant à ennui. Il espère que Yang Gu a pu s'échapper en toute sécurité, et dit à Xiaoming qu'il est temps pour eux de se retirer aussi. Tous deux entament alors leur longue marche pour sortir des ruines désolées et enneigées. Juste au moment où ils s'apprêtent à partir, le capitaine Li s'arrête en sentant une drôle d'odeur dans l'air, et toute l'escouade suit son regard, la mâchoire pendante face à la scène en contrebas, car un gamin au hasard est en train de se faire un énorme pot en plein milieu d'une zone mortelle. Il ne se contente pas de survivre ici. Il s'épanouit totalement, savourant son repas sans le moindre souci, jusqu'à ce qu'une voix vienne briser ce moment de bonheur. Et il se retrouve avec une lance dorée et lumineuse pointée droit sur sa gorge par un capitaine Li très contrarié. Gao Fan se rend immédiatement, affirmant qu'il n'est qu'une personne normale, sans doute. Ce sans doute n'inspire probablement pas une grande confiance au capitaine. Pensant qu'il est un dangereux criminel, Li ordonne à Xiao Meng de sortir leur scanner d'identité bien pratique. Elle s'exécute avec joie, prête à scanner ce type bizarre pour détecter le moindre signe suspect. L'appareil émet un bip alors qu'il analyse Gao Fan, qui essaie juste de ne pas avoir l'air coupable. Eh bien, de quoi que ce soit. Il s'avère qu'il est totalement clean, avec un score psychique si bas qu'il n'est fondamentalement pas une menace, ce qui ne fait que rendre Li Shin encore plus méfiant. Comment un médium de si bas niveau a-t-il pu atterrir ici? Il lance à Gao Fan le regard meurtrier le plus glacial qui soit, poussant notre garçon à remettre en question tous les choix de sa vie.
Sa vie étant en jeu, il cherche désespérément un moyen de s'en sortir, et sa solution de génie est d'offrir un bol de soupe à cet escadron de la mort lourdement armé. Avant que quiconque ne puisse assimiler cette offre, une nouvelle alerte au danger s'illumine dans le ciel, tout un troupeau de bêtes mutantes fonce droit vers leur position. Li Shin comprend aussitôt que leur précédent combat contre les monstres a servi de cloche de dîner pour cette nouvelle ordre. Il ordonne donc à Xiaoming d'embarquer leur nouvel invité pendant que le reste de l'équipe se prépare pour une autre bataille. Xiaoming commence tout de suite à paniquer, demandant ce que le capitaine a l'intention de faire. Mais Li Shin s'embrasse simplement d'une énergie dorée, déclarant qu'il tiendra la ligne lui-même. Il lui dit de sortir Gao Fan de là, convaincu que le gamin cache quelque chose d'important, juste avant de déclencher un immense pilier de lumière qui vaporise littéralement la horde en approche. Alors qu'elle l'attrape, l'esprit de Gao Fan repense à l'avertissement de Papy Mu, ici, les médiums sont des criminels. Son premier instinct de survie, bien sûr, est d'essayer de sauver sa fondue abandonnée. Elle ignore simplement ses supplications, le jette par-dessus son épaule comme un sac de course, et se met à courir. Tout en étant traîné sans ménagement, il rumine sur le fait que les médiums se croient toujours supérieurs aux humains normaux. C'est une leçon qu'il a apprise à ses dépens. Les personnes dotées de pouvoir dans les zones de non-droit ne sont généralement que des meurtriers. Avec sa vue à l'envers, il regarde Xiaoming bondir sans effort entre les toits en ruine. Son atterrissage, en revanche, est un peu brutal, manquant de briser la colonne vertébrale de notre garçon au passage. Il commence immédiatement à se plaindre que sa mauvaise posture va le paralyser à vie. Elle lui dit de la fermer ou elle va le lâcher, mais il reste soudain sans voix face à ce qu'il voit derrière eux. Car le capitaine Li s'est transformé en un imposant guerrier doré, repoussant la marée de monstres. Xiao Meng confirme avec fierté que oui, c'est bien leur capitaine dans son mode de combat maximal. Ce titan doré finit par canaliser une quantité folle d'énergie dans son immense lance. D'un seul coup net, il libère une vague de force pure qui taille à travers les rangs ennemis. Gao Fan est complètement émerveillé, réalisant que c'est un niveau de puissance dont il ignorait totalement l'existence. C'est laquelle lâche la bombe. Ce ne sont pas n'importe quel médium. Ils sont la légendaire garde de nuit. Alors qu'il perce enfin la brume, il essaie encore d'assimiler cette révélation. Dans leur fuite, Gao Fan se rend compte qu'ils sont sur le point de s'écraser contre la barrière invisible de la zone. Il tente donc de convaincre Xiaoming de faire une pause, mais elle n'a que faire de ses excuses. Il change de tactique et joue sans aucune honte la carte du « je suis trop malade pour traverser ce pont », ce qui échoue de façon spectaculaire puisqu'elle ne fait que suivre des ordres visiblement non négociables. Mais cette réflexion déclenche un souvenir des règles qu'il a vu tatouées sur son bras. Il se souvient d'une règle spécifique selon laquelle une voie invisible est la seule méthode pour traverser un mur invisible. Ça fait tilt. Il y a une faille, une condition spécifique pour sortir de cet endroit. Le seul problème, c'est qu'il n'a aucune idée de ce qu'est censé être une voie invisible. Puis, son cerveau de génie fait le rapprochement. Un chemin invisible est un chemin qu'on ne peut littéralement pas voir. Sa solution brillante, et pas du tout insensée, est de fermer les yeux et de foncer droit devant. Sans prévenir, il pousse Xiaoming en avant, mettant sa folle théorie à l'épreuve. Et ils se retrouvent tous les deux à dégringoler à travers la barrière, atterrissant en tas de l'autre côté. Gao Fan se redresse, ayant l'air bien plus cool qu'il n'a le droit après une telle manœuvre. Il contemple une pelouse paisible qu'il fixait apparemment depuis 7 ans, enfin libre. Alors qu'il célèbre sa nouvelle liberté avec toute la subtilité d'une alarme incendie, sa fête est écourtée par un interrogatoire à la base de la garde de nuit, où il donne le nom de Y Shiki. Ce sniper, Zhao Leng, se charge de l'interrogatoire, en commençant par son âge, 17 ans. Ensuite, son sexe, qu'il confirme être masculin, au cas où le type avec le cache-œil aurait été confus. Zhao Leng en vient enfin au fait, lui demandant ce qu'il faisait exactement dans une zone mortelle. Et notre garçon donne la réponse la plus honnête possible. Il essayait juste de savourer une fondue. Zhao Leng commence par souligner le taux de mortalité de 99,96% pour les gens ordinaires dans cette zone, alors Gao Fan donne la seule réponse logique. Il y est allé spécialement pour mourir, bien évidemment. Le sniper n'est pas impressionné par cette attitude provocatrice et l'avertit de ne pas plaisanter avec la garde de nuit. Leur petit face-à-face est interrompu par le capitaine Li Shin, qui entre en boitant, ressemblant à la doublure d'une momie. Il balaie nonchalamment toute inquiétude concernant sa santé, confirmant qu'il est bien trop têtu pour mourir. Li Shin prend le relais de l'interrogatoire, lui rappelant qu'il l'avait vu passer en mode dieu doré là-bas. Il pose ensuite la question à $1 million, comment une personne normale a-t-elle pu survivre 7 ans dans un piège mortel? Notre garçon explique qu'il était simplement coincé derrière un mur invisible qui ne le laissait pas sortir. Toute l'escouade le regarde comme s'il était fou, car ils n'ont jamais entendu parler d'une telle chose. Gao Fan décide qu'il est temps de raconter son histoire, prêt à se lancer dans la saga de 7 ans du mur invisible, et Xiaoming a déjà les larmes aux yeux tellement son récit semble invraisemblable. Li Shin émet l'hypothèse que ses yeux doivent avoir une capacité spéciale qui a échappé au scanner, ce qui signifie que son rang est un mensonge. Pour le prouver, il ordonne à Zhao Leng de mettre la prétendue supervision de Gao Fan à l'épreuve. Le sniper sort un couteau, et Gao Fan lui dit simplement de regarder très attentivement. Juste avant que Zhao Leng ne déclenche une série d'entailles aveuglantes juste devant son visage. Lorsqu'on lui demande le compte,
Gaofan donne le nombre exact avec désinvolture, 67 coups. Cela règle la question pour le capitaine, qui le classe au moins comme un rance et avec une vision dynamique améliorée. Son ordre suivant est un peu moins amical, que quelqu'un teste ses pouvoirs, et si quelque chose cloche, disséquez-le. Gaofan commence aussitôt à hurler qu'il préférerait ne pas être autopsié aujourd'hui. Merci beaucoup. Une fois qu'il a été traîné au loin, Zhao Ling demande au capitaine s'il gobe vraiment cette histoire folle. Li Xin admet que l'histoire du gamin est pleine de failles, mais il n'a pas non plus l'air d'un mauvais bougre. Alors, Gaofan est rapidement attaché à un brancard, où il rencontre le médecin en charge de son test. Elle s'approche immédiatement de beaucoup trop près, lui pinçant la joue alors qu'il panique intérieurement. C'est Sir Novo, l'officier médical du camp, qui a une définition très floue de l'espace personnel. Sa première tâche est un test de vision standard, ce qui semble un peu sage pour une potentielle dissection. Gaofan se moque du tableau, se vantant que sa vue est parfaitement normale. Merci beaucoup. Mais Novo lui dit d'essayer d'explorer les autres fonctions de ses yeux, et ils se mettent soudain à briller d'une lueur dorée. Il se concentre sur le tableau à l'autre bout de la pièce, sa vision devenant nette à un point inimaginable. En zoomant de si près, il peut pratiquement compter les atomes sur la lettre E. Puis, sa vue perce à travers le mur, révélant la matière brute de l'autre côté. Il réalise qu'il a une vision au rayon X, un fait confirmé en espionnant accidentellement un gamin dans la pièce voisine. Alors que Novo lui pose une simple question, il se demande si ce nouveau pouvoir fonctionne aussi sur les gens, et un rapide coup d'œil dans sa direction lui donne une réponse très définitive, et très embarrassante. Elle est complètement perplexe face à son soudain saignement donné lors d'un examen de la vue de routine. Pendant ce temps, notre garçon est complètement hébété, marmonnant à propos des visions glorieuses qu'il vient de voir. L'impression officielle des résultats confirme que son alias, Y Shiki, a un rang de talent C+, en supervision. Il fixe le papier, n'ayant absolument aucune idée si être un C+, est vraiment impressionnant ou non. Alors, Novo l'assoit pour un cours accéléré sur le fonctionnement de toute l'échelle des pouvoirs psychiques. Elle explique les 6 rangs, de S jusqu'à E, la plupart des médiums se trouvant dans les niveaux inférieurs. Il s'avère que les talents de rang S et A sont le fameux 1% du monde psychique, maniant un pouvoir inimaginable. Elle expose la hiérarchie des pouvoirs de haut niveau, allant des surhumains aux mystiques et élémentaires ultra rares. Novo précise ensuite que bien que le rang C soit 4e sur la liste, il reste remarquablement haut dans la chaîne alimentaire psychique. Gaofan comprend enfin. Son rang C+, est la raison pour laquelle il a pu voir toutes ces choses supplémentaires. Mais elle lui donne un avertissement crucial. L'utilisation de sa vision à rayon X peut être détectée par d'autres puissants psychiques. Il balbutie immédiatement qu'il n'est encore qu'un amateur avec ce pouvoir, se rappelant de son petit incident de saignement de nez. Voyant son potentiel, Novo lui offre une bourse d'études complète pour l'Académie nationale psychique en raison de son rare talent de soutien. Cet endroit est littéralement le Harvard des psychiques, une ville high-tech avec les meilleures ressources et un accès direct à la garde de nuit. Le seul problème est son exclusivité folle, car seul le premier tiers de tous les psychiques éveillés y est accepté. Cela touche Gaofan en plein cœur, qui avoue soudain avoir rêvé de devenir un garde de nuit quand il était enfant. Il la regarde avec un espoir pur et absolu, demandant s'il a vraiment une chance de vivre cette vie. Novo lui tend simplement une carte d'identité officielle, le certifiant comme un psychique inoffensif libre de partir. Notre garçon est sous le choc total, réalisant qu'il ne sera pas disséqué et qu'il est enfin un homme véritablement libre. Elle rit simplement, lui disant que les menaces de Li Xin n'étaient que du théâtre, et qu'il peut faire ce qu'il veut maintenant. Sa liberté étant assurée, sa première priorité est de retrouver grand-père Mu et sa sœur Chouingé pour partager la nouvelle. La scène fait ensuite un saut dans le temps de 8 heures en arrière, dans une rue enneigée et désolée où ils étaient ensemble pour la dernière fois. Un grand-père Mu désemparé et rongé par la culpabilité, scène voulant d'avoir abandonné Y Shiki dans la zone de la mort. Cette Chouingé aux cheveux roux insiste sur le fait que c'était son choix, convaincue que le mur ne pouvait être brisé que de l'intérieur. Elle fait alors la promesse solennelle au vieil homme de devenir une psychique et de revenir pour le sauver. À cet instant précis, une énorme explosion retentit au bout de la rue, les prenant complètement au dépourvu alors qu'une horde de rhinocéros mutants en armure aux yeux rouges fonce droit sur eux. Ils parviennent à peine à se précipiter dans une camionnette juste au moment où le chaos éclate. Avec toute la horde de rhinocéros à leur trousse dans la rue gelée, la brillante stratégie de grand-père Mu est de lancer des boîtes en carton sur les monstres de plusieurs tonnes, ce qui, étonnamment, ne fait que rendre le rhinocéros de tête encore plus furieux. Ils se retrouvent rapidement à court de munitions en réalisant qu'ils sont sur le point d'être écrasés, hurlant à Chouingé de claquer la porte arrière et d'écraser l'accélérateur. Mais il est trop tard car l'une des bêtes est déjà juste sur eux. C'est alors qu'un combattant au hasard surgit de nulle part, stoppant le rhinocéros d'une seule main. Il retient le monstre à lui tout seul, donnant à leur camionnette une chance de s'échapper avant d'armer un coup de poing bleu et lumineux qui envoie la bête valser. Leur mystérieux sauveur saute ensuite nonchalamment à l'arrière avec un grand-père Mu complètement abasourdi. Ce gars est clairement blessé mais se contente de hurler à Chouingé de continuer à rouler sans poser de questions. Elle appuie sur l'accélérateur, mettant enfin un peu de distance entre eux et la horde. En regardant en arrière, il voit la rue jonchée des rhinocéros qu'il a abattus. Grand-père Mu s'inquiète des blessures du gars, mais Chouingé se demande surtout qui il peut bien être. Leur nouveau passager les interrompt, les avertissant que le danger est loin d'être écarté.
Et pile au bon moment, une paire de griffes rouges et lumineuses transperce le toit de leur camionnette, déchirant le métal comme s'il s'agissait de papier mouillé. Il s'avère qu'ils ont attiré l'attention d'un monstre massif semblable à un aigle venu du ciel. Alors leur nouveau garde du corps saute hors du véhicule, leur disant de continuer à rouler pendant qu'ils s'en occupent. Il fourre un cristal vert et lumineux dans les mains de Shuanghe, lui ordonnant de l'apporter à l'armée. Avant même qu'elle puisse assimiler le fait qu'il soit un soldat, elle aperçoit d'autres problèmes droit devant, car ce monstre aigle géant plonge à nouveau sur eux. Les serres de la bête déchirent la camionnette, mais leur garde du corps l'accueille avec un autre point lumineux. Il lui assène un uppercut brutal en plein bec, essayant de la repousser. Rugissant au monstre de reculer tout en le tenant à distance par sa force pure, la camionnette fonce, le laissant affronter seul cet oiseau de la taille d'un immeuble. Tournant le dos, il leur fait promettre de livrer le cristal, jurant que sa mort ne sera pas vaine alors qu'ils se préparent pour l'affrontement final. Grand-père Mu veut faire demi-tour, mais Shuanghe sait qu'ils doivent honorer le sacrifice de cet homme. Elle fixe l'étrange artefact, se demandant ce qui pourrait bien valoir la peine de mourir. À la seconde où ses doigts effleurent le cristal, une lumière aveuglante jaillit, et une vague massive d'énergie bleu canard la submerge complètement. Ce pouvoir explose hors de la camionnette, envoyant une onde de choc déferler dans la rue. De retour auprès du soldat, il est sur le point d'être déchiqueté par l'aigle. Mais il se retourne juste à temps pour voir le raz-de-marée d'énergie foncer sur eux. Cette explosion frappe le monstre de plein fouet avec une force catastrophique, le vaporisant complètement avec le soldat en un instant. Lorsque la lumière s'estompe enfin, la rue est silencieuse et vide. C'est alors qu'un nouveau type avec une cicatrice apparaît, exigeant de savoir ce qui vient de se passer. Cet homme balafré se tient là, complètement abasourdi, se demandant où est passé l'oiseau géant, et comprend rapidement que le cristal a dû fusionner avec quelqu'un. On passe ensuite à une ville voisine où grand-père Mu commence tout juste à reprendre ses esprits, se réveillant dans une sorte d'unité médicale high-tech, immédiatement entouré par le personnel. Pris de panique, il attrape la personne la plus proche, demandant désespérément où se trouve sa petite fille. Et la femme aux cheveux violets pointe calmement du doigt l'autre côté de la pièce, demandant s'il veut dire astérisque ou astérisque. Grand-père Mu se retourne, les yeux écarquillés d'une horreur absolue face à ce qu'il voit, car Shuanghe flotte à l'intérieur d'une énorme unité de confinement, emprisonnée dans ce cristal vert. Elle est complètement inconsciente, brillant de la même énergie inquiétante qui a vaporisé le monstre. Alors il essaie immédiatement de s'élancer hors du lit, leur hurlant d'expliquer ce qu'ils lui ont fait. Mais un nouveau médecin intervient, lui disant calmement que son état n'a rien à voir avec eux, ce qui est une explication très inutile pour le vieil homme terrifié. Ce médecin précise que son coma est le résultat direct de sa fusion avec ce cristal surpuissant, et grand-père Mu comprend enfin, se souvenant de la pierre lumineuse que le soldat leur avait remise. Le médecin le confirme, lui montrant un scanner du cristal désormais pleinement intégré à son corps, laissant le vieil homme se demander ce qui va se passer alors que ce pouvoir circule en elle. Il s'avère que, si tout se passe bien, elle est sur le point de s'éveiller en tant que véritable psychique. Grand-père Mu n'arrive pas à y croire, insistant sur le fait qu'elle n'a jamais eu le moindre potentiel psychique de toute sa vie. Mais le médecin explique que certaines personnes s'éveillent tardivement ou que leurs pouvoirs sont supprimés par d'autres. Et bien que ce soit extrêmement rare, Shuanghe pourrait bien être un exemple vivant de ce phénomène. Le médecin avertit grand-père Mu que bien que Shuanghe soit stable, elle n'est absolument pas en sécurité. Il s'avère que cette explosion d'énergie massive lui a collé une énorme cible dans le dos pour un groupe appelé les disciples de Dieu. Grand-père Mu n'a absolument aucune idée de qui sont ces gens, ce qui est une réaction tout à fait raisonnable. Ce médecin précise qu'il s'agit d'un groupe terroriste surpuissant, composé entièrement de psychiques. Ce culte croit que leurs pouvoirs sont des fragments d'un dieu, et que l'apocalypse n'est que la grande entrée de leur divinité. Tout leur plan consiste à anéantir l'ancien monde pour faire place au leur, une tactique classique de méchants. Selon leur dogme, seuls les psychiques les plus forts obtiennent un ticket pour ce soi-disant royaume de Dieu. Puisque Shuanghe est désormais une balise psychique, les disciples essaieront de la convertir pour en faire l'un de leurs apôtres. Et si elle refuse leur généreuse offre, ils la tueront tout simplement sur le champ. Mais si elle venait effectivement à les rejoindre, la garde de nuit devra l'éliminer de toute façon, elle est donc dans une véritable impasse. Pendant ce temps, sur un gratte-ciel surplombant la ville, quelqu'un est déjà en mouvement. Une silhouette encapuchonnée repère sa cible d'Enno, confirmant qu'il l'a trouvée. Il reçoit un appel de son patron, qui offre à ce Raven le titre de 9e apôtre s'il ramène la fille. Raven semble plus qu'impassible d'accepter cette promotion de la manière la plus effrayante qui soit. Ailleurs, Gaofan essaie simplement de profiter d'un trajet tranquille en bus à travers la ville enneigée. Notre garçon, regardant par la fenêtre, totalement inconscient de la nouvelle chasse à l'homme à l'échelle de la ville qui se déroule tout près de lui, s'ennuie tellement qu'il lâche un bâillement qui pourrait probablement briser du verre, se cognant accidentellement la tête contre la vitre au passage. À cet instant précis, le chauffeur de bus écrase les freins et s'arrête dans un crissement de pneus, faisant voler tous les passagers pendant que le chauffeur hurle sur ceux qui se trouvent devant eux. Ce chauffeur hurle à tout le monde de se taire, menaçant de jeter dehors quiconque ferait le moindre bruit. Les oreilles de Gaofan se dressent au mot monstre, son trajet tranquille étant officiellement gâché. Il jette un regard prudent par la fenêtre pour voir la cause de toute cette agitation et aperçoit une bête démoniaque et les posée en plein milieu de la rue enneigée. Cette chose n'est que des yeux violets luisants et des dents acérées comme des rasoirs,
manifestement pas là pour une discussion amicale. Notre garçon fait logiquement une petite crise de panique intérieure face à la situation. Avec un cri strident, la créature s'envole et fonce tout droit vers leur bus. Mais le chauffeur sort, révélant qu'il est un garde de nuit à la retraite et un psychique de rendez. Il campe sur ses positions alors que le monstre ailé plonge droit sur lui depuis les airs, invoquant une épée d'énergie lumineuse et promettant de protéger les passagers au péril de sa vie. Ces deux-là s'affrontent dans une explosion d'énergie tandis que Gaofan se lamente d'être un psychique sans aucune compétence de combat. Pourtant, il refuse de rester assis à regarder tout le monde se faire potentiellement massacrer, déterminé à trouver un moyen d'aider alors que ses propres yeux commencent à briller. En activant sa vision, il voit que les autres passagers ne sont que des gens normaux, paniqués face à leur destin funeste imminent. Mais il remarque alors que son pouvoir lui montre de toutes nouvelles informations. Alors il commence à scanner le reste des personnes dans le bus, à la recherche de quelqu'un d'utile. Il s'avère qu'un mec musclé est un psychique de rang avec un pouvoir de durcissement de la peau, un bon début, et qu'un vieil homme assis à proximité est en fait un rang avec un pouvoir appelé feu stellaire. Malheureusement, l'homme fort est paralysé par la peur, et le vieil homme est trop fragile pour se battre. Cela frappe Gaofan de plein fouet. Il a toujours pensé que les psychiques étaient tout-puissants, mais maintenant il voit la sombre réalité. Juste au moment où Gaofan a sa révélation, le chauffeur se fait violemment projeter contre le trottoir. Mais le vieil homme se relève immédiatement, brillant de puissance et provoquant la bête à venir s'y frotter. Il se jette à nouveau dans la mêlée avec sa lame d'énergie, rugissant qu'il ne tombera pas si facilement. Pendant ce temps, le prétendu dur à cuire pète un plomb et pleure en disant qu'ils vont tous mourir. Un autre type en costume commence à calculer froidement que le chauffeur devrait pouvoir gagner, même si ça doit lui coûter la vie. Ça lui vaut une gifle bien méritée en plein visage de la part du papy Starfire, qui lui fait remarquer que c'est grâce au chauffeur s'ils ne sont pas encore morts. Il rappelle à ses lâches que l'homme est à la retraite et n'a aucune obligation de se sacrifier pour eux. Puis, malgré son âge, il active son propre pouvoir, prêt à en découdre et à aider. En voyant ça, le mec à la peau dure se reprend enfin en main et se lève aussi. Gaofan annonce alors la mauvaise nouvelle, le monstre est de rang des plus, ce qui veut dire qu'ils sont tous largement surpassés. Il sait que si les autres tombent, il sera le dernier au menu. Alors, les poings serrés, il décide qu'il en a fini d'être un simple spectateur. Notre gars se lève, se présente comme un médium de soutien et se porte volontaire pour rejoindre le combat. Les autres le dévisagent, complètement déçus par son rang et son rôle de non-combattant. Il explique rapidement que, même si les soutiens ne sont pas des combattants, il peut toujours être utile pour les infos et la coordination. Avec un sourire, il leur dit qu'ils sont tous dans le même bateau et qu'ils doivent se battre en équipe. Dehors, le chauffeur se fait massacrer par les attaques d'ombre du démon, son épée d'énergie repoussant à peine l'assaut, et le monstre lui assène un coup dévastateur qui fait voler le vieux veilleur. Gaofan et les deux autres médiums sortent, disant au chauffeur qu'ils sont prêts à l'aider à abattre le démon. Mais le vieux veilleur refuse, criant qu'il a failli mourir et qu'il n'a pas le temps de jouer les nounous pour une bande d'amateurs. Alors Gaofan lâche la mauvaise nouvelle. La queue du démon est venimeuse, et le chauffeur n'a plus que 3 minutes à vivre. Cela capte évidemment toute l'attention du vieil homme, car Gaofan explique que son pouvoir lui permet de voir des informations cachées, comme le temps restant avant qu'un poison ne soit mortel. Le papy Starfire fait immédiatement confiance au gamin, lui demandant s'il est sûr de son diagnostic. Et sans attendre de réponse, il libère son pouvoir dans un rugissement, lançant une énorme boule de feu pour faire une diversion bien nécessaire. Cette boule d'énergie pure fonce droit sur le monstre ailé et explose violemment, remplissant toute la rue de fumée. Le chauffeur se plaint tout de suite de ne plus rien voir, ce qui était justement le but. Il se tient le flanc alors que le poison commence à faire effet, la douleur s'installant visiblement. Mais il s'avère que le papy a profité de la fumée pour le rejoindre, leur faisant gagner de précieuses secondes. Il pose alors sa main enflammée directement sur la blessure, expliquant que ça va la cautériser et stopper le poison. Le chauffeur est choqué que les infos du gamin maladif aient vraiment été utiles, une belle preuve de confiance. À peine l'ont-ils rafistolé que la fumée se dissipe et le démon repère à nouveau ses proies. Il plonge pour l'assaut final, toute griffe dehors, prêt à les achever tous les deux. Mais un nouveau corps s'interpose, encaissant la frappe de plein fouet. C'est le type à la peau dure, son corps brillant alors qu'il encaisse l'attaque du démon de front, criant que sa défense ne tiendra pas éternellement et qu'ils ont intérêt à trouver un plan vite fait. Le tank étant occupé, le démon tourne immédiatement son attention vers la cible la plus fragile, Gaofan. Notre gars réalise instantanément que cette créature est assez intelligente pour viser le maillon faible, à savoir lui-même. Et d'un coup, la bête elle fonce droit sur lui, prête à s'en débarrasser. Les autres crient pour le prévenir, mais Gaofan tient bon, ses mains crépitant d'énergie. Il a passé toute sa vie à fuir les monstres et à survivre de justesse. Mais maintenant, il est un médium, et il en a vraiment marre d'être la victime. Il active donc son amélioration visuelle, poussant son pouvoir à son maximum et révélant un atout secret qu'il gardait en réserve, un effet d'arrêt du temps momentané. Il s'avère que le fait de regarder bêtement par la fenêtre du bus était en fait un entraînement productif. Il n'avait jamais essayé de forcer autant avant, c'est donc un sacré coup de poker. Alors que le gars à la peau dure se précipite pour intercepter, Gaofan se concentre sur le démon figé, décidant avec un sourire confiant de pousser sa capacité encore plus loin. Et d'un coup,
il ne fait pas qu'arrêter le temps. Il perçoit les futures attaques du démon. Des images rémanentes violettes de l'assaut du monstre tourbillonnent autour de lui, un peu oppressantes pour dire le moins. Il comprend très vite que ce n'est pas une hallucination. C'est une véritable prédiction de combat. C'est l'occasion de briller et d'être enfin celui qui mène la danse lors d'un combat, juste avant de trébucher sur un rocher et de manger le trottoir. Un grand moment de gloire. Par chance, le mec à la peau dure arrive juste à temps pour intercepter le démon avec un bon coup de poing. Le monstre recule de douleur, complètement dépassé par le fait qu'un humain ait pu le toucher. Et notre héros ne peut qu'observer, incrédule, le temps qu'asséner un violent crochet du droit dans la mâchoire du démon. Gaofan se remet encore de son vol plané épique, complètement assommé sur le sol. Ses yeux voient venir toutes les attaques, mais son corps n'arrive pas à suivre les prédictions. Les autres le regardent en se demandant s'il est un fin stratège ou juste incroyablement chanceux, tandis que notre gars hurle à l'aide car mourir n'était pas prévu au programme. Comprenant enfin le message, le vieux veilleur retourne au combat avec son épée lumineuse, frappant avec assez de force pour en finir une bonne fois pour toutes, et tranche net la tête du démon d'un coup fatal. Alors que le monstre se dissipe en poussière, le chauffeur dit juste à tout le monde de dégager. Ailleurs, un mystérieux vieil homme et son étrange cheval admirent la vue de la ville depuis un toit, l'air bien trop calme pour quelqu'un assis sur une corniche en plein blizzard. Son regard est vif et concentré, cherchant manifestement quelque chose ou quelqu'un. Après toute cette épreuve, Gaofan descend enfin du bus, son trajet tranquille étant officiellement terminé. Mais avant qu'il ne puisse partir, le papy Starfire l'arrête pour discuter, lui disant que le rang ne signifie rien et que la vraie force vient de l'intérieur. Le chauffeur et le tank interviennent en disant qu'il a l'étoffe d'un veilleur de nuit. Gaofan est sidéré, n'ayant pas l'habitude de recevoir ce genre d'éloges, alors il les remercie maladroitement pour leurs encouragements et reprend sa route avec un peu plus d'assurance. Puis la réalité le rattrape, il est seul en ville et ne sait absolument pas où est Xuingé. Il sort un mot qu'on lui a donné, un numéro de téléphone pour trouver du travail dans ce nouveau monde. Il regarde une photo de Xuingé sur son téléphone, sachant qu'il doit devenir plus fort pour la retrouver. Sa recherche de travail mise en pause, Gaofan demande joyeusement à un inconnu de lui prêter son téléphone, ce qui lui vaut un regard plein de méfiance. Le type se met immédiatement sur la défensive et demande pourquoi Gaofan n'a pas son propre appareil de survie. Notre gars sourit, admettant qu'il n'en a pas et demandant s'ils sont chers. Mais il s'avère que les téléphones sont obligatoires pour les plus de 12 ans, ce qui ne fait qu'accentuer les soupçons de l'homme. Alors il le pointe du doigt, accusant Gaofan d'être une sorte d'étranger ignare. Gaofan est juste déconcerté par cette hostilité immédiate, se demandant ce qu'il a bien pu faire de mal. Malheureusement pour lui, le type est déjà au téléphone pour signaler un agent suspect, et il s'apprête à donner une description complète de cette prétendue menace. Mais quand il se retourne, Gaofan s'est déjà volatilisé. Caché dans une ruelle, notre héros reprend son souffle, conscient qu'il vient d'échapper au pire. Sa vision psychique l'avait prévenu, détectant l'hostilité et la méfiance grandissante de l'homme, ce qui l'amène à se demander ce que peut bien être un disciple de Dieu. Ces questions philosophiques passent toutefois au second plan face à des problèmes plus urgents, il est affamé et complètement perdu. Il titube à travers la ville enneigée, complètement dépassé par sa nouvelle vie très compliquée, sans aucune idée d'où ni de ce qu'il doit faire, jusqu'à ce que l'enseigne au néon du bar Red Romance attire son attention. À cet instant, la porte s'ouvre et une femme aux cheveux violets sort, grignotant nonchalamment un encas. Elle s'arrête net et croise le regard du gamin perdu dans le froid. Elle semble d'emblée intriguée par son expression innocente, un fait plutôt rare dans ce monde. Elle s'approche de son visage et l'appelle petit frère avec un sourire de prédatrice, lui demandant s'il est là pour s'amuser au bar Red Romance, ce qui fait rougir Gaofan violemment. Se penchant tout près, elle lui chuchote une invitation à boire un verre, en jouant de son charme, mais la tension romantique est aussitôt brisée par son ventre qui crie famine. La femme éclate de rire, réalisant que le pauvre gamin meurt tout simplement de faim. Changeant de ton, elle lui demande son nom et son âge, le considérant désormais comme un chiot perdu. C'est alors qu'une femme aux cheveux verts nommée Lily arrive, surprise que son ami Dudu est de la visite. Lily jauge immédiatement Gaofan, remarquant à quel point il est mignon. Il se présente alors nerveusement sous le nom de Y Shiki, un jeune de 17 ans visiblement dépassé par les événements. Dudu note qu'il aura 18 ans l'année prochaine, ce qui semble être un détail crucial pour elle. Son ami Lily en tire toutefois une conclusion totalement différente, plaisantant sur le fait qu'il voulait dire 17 ans pour une nuit, ce qui laisse notre garçon blême comme un mort et au bord de la crise de panique. Il se met aussitôt à crier qu'il est un bon citoyen et qu'il a promis à la garde de nuit de ne pas faire de bêtises. Les deux femmes le dévisagent, réduites au silence par cette innocence pure et sans faille. Puis elles éclatent de rire toutes les deux, s'esclaffant face à sa panique. Il s'avère que le bar Red Romance est une chaîne nationale tout à fait normale, et pas un repère de vice louche. Après s'être moqué de son imagination débordante, Dudu dit à Lily de lui trouver à manger avant qu'il ne tombe dans les pommes. Lily lui attrape joyeusement la main et entraîne le gosse abasourdi à l'intérieur pour un vrai repas. Un peu plus tard, Gaofan se tapote le ventre après avoir englouti plusieurs bols de nouilles. Ses hôtesses le regardent avec admiration, se demandant s'il a été viré de chez lui parce qu'il mangeait trop. Son estomac enfin rempli, Dudu lui demande pourquoi il est en ville tout seul, et Gaofan explique qu'il a été séparé de sa famille et la cherche de ville en ville.
Les femmes sont ébahies par son histoire, se demandant comment il parvient à survivre sans mourir de faim. Il avoue qu'il a besoin d'un travail pour financer ses recherches, mais qu'il n'a absolument aucune compétence utile. Comme par hasard, Lily mentionne que le bar Red Romance cherche un serveur pour un poste très simple, et les yeux de notre gars s'illuminent, ravi à l'idée de gagner enfin de l'argent. Mais Lily précise rapidement qu'il n'y a pas de salaire. Il doit gagner sa croûte directement grâce aux clientes, puis Dudu ajoute que celle-ci laisse de très généreux pourboires pour un bon service le soir, ce qui fait disjoncter le cerveau de Gaofan en calculant le nombre fou de nouilles qu'il pourrait s'acheter. Ça lui prend un instant, mais il finit par se demander pourquoi l'argent facile ne sort qu'une fois la nuit tombée. Elles lui disent que tout dépend de ses talents pour le service, ressemblant à une paire de démons très amicaux. Et d'un coup, les sonnettes d'alarme dans la tête de Gaofan se mettent à hurler que quelque chose cloche vraiment. Il essaie de se convaincre qu'il se fait des films, parce que bon, un boulot reste un boulot. Pas vrai? Mais là, ses yeux se transforment littéralement en signe du dollar. Le salaire est beaucoup trop beau pour cracher dessus. Alors, avec une pause théâtrale, il accepte fièrement le poste de serveur au bar Red Romance. Ces femmes sont aux anges et promettent qu'il sera la vedette du spectacle, tandis que Lily part chercher son uniforme. Gaofan est encore un peu paumé, se demandant bien quel genre de vêtements spéciaux il pourrait avoir besoin pour ça. En regardant le bâtiment, son intuition refait surface. Cet endroit n'a absolument rien d'un bar ordinaire. Tard dans la nuit, l'établissement grouille de couples et de fêtards qui s'y engouffrent pour la soirée. L'intérieur est une véritable boîte de nuit, bondée de gens qui boivent et s'éclatent. À l'intérieur, la fête bat son plein, l'alcool coule à flot, le son est à fond, et voilà Gaofan dans son nouvel uniforme, l'air aussi à l'aise qu'un chat dans une baignoire. Il faut environ 5 secondes à un groupe de femmes pour repérer le beau nouveau, et elles se jettent sur lui en lui demandant si c'est lui la nouvelle recrue de la soirée. Il confirme nerveusement que c'est son premier jour, complètement encerclé et dépassé par les événements. L'une d'elles envahit son espace personnel en lui demandant s'il connaît les services spéciaux du bar, ce qui le fait paniquer, car Lily a visiblement zappé cette partie de la formation. Il tient déjà une grosse liasse de billets, essayant de se persuader que tout ça est parfaitement normal, pendant que son cerveau lui hurle que son âme immortelle ne sera pas corrompue par l'argent. Mais les femmes trouvent son innocence paniquée adorable, et lui promettent de revenir pour lui une autre fois. Il s'avère que ces citadines stressées voulaient juste payer quelqu'un pour les écouter vider leur sac, et ils s'en tirent avec les poches pleines de billets et une trace de rouge à lèvres. Toute cette expérience le plonge dans une petite crise existentielle concernant sa nouvelle carrière. Plus tard, sous la douche, il tente d'effacer les bizarreries de la journée. En réalisant que sa nouvelle vie n'a rien de la zone sur qui il imaginait, il repense à l'éveil de ses pouvoirs et au mur brisé pour sauver Xuingé, ce qui l'a mené droit à un interrogatoire dans un camp militaire. Il se souvient ensuite de l'attaque du démon dans le bus, un autre mardi ordinaire dans sa vie, pour finir par décrocher un poste de compagnon professionnel dans une boîte de nuit. Alors que ses pouvoirs se renforcent, il comprend qu'il n'a d'autre choix que de les maîtriser. Il se concentre, essayant de saisir le noyau doré de ses toutes nouvelles capacités psychiques. Son imagination s'emballe alors sur les vraies attentes de ce job, et il est persuadé que son âme innocente n'y est pas du tout préparée. Pendant ce temps, dans une salle privée, la vraie patronne du bar, Serong, semble impassible. Son regard perçant note chaque détail, et elle déteste les surprises dans son établissement. À cet instant, Dudu débarque joyeusement, saluant sa patronne avec une insouciance totale. Elle lui explique tranquillement qu'elles ont engagé un petit nouveau parce qu'elle manquait de personnel, mais Onsen moque éperdument et exige de savoir s'il y a des nouvelles en ville. Dudu s'avère justement détenir une information de taille. Une fille gelée vient de faire son apparition et se trouve maintenant avec la garde de nuit. Cela capte immédiatement l'attention de Hong, qui ordonne à Dudu de découvrir qui est cette fille mystérieuse. Depuis les douches, Gaofan surprend toute la conversation, réalisant que ce bar est une couverture pour la collecte de renseignements. Soudain, l'instinct de Sir Hong s'éveille. Elle sent qu'on l'observe et se retourne d'un coup, exigeant de savoir qui écoute aux portes. Alors que la vision psychique de notre héros capte tout l'échange à bonne distance, il se retire juste à temps, le cœur battant à la chamade après avoir failli se faire griller dès son premier jour. Ce pouvoir d'espionnage change carrément la donne, mais c'est aussi incroyablement dangereux de s'en servir. De retour dans la pièce, une Dudu confuse demande à Sir Hong ce qu'il vient de se passer, mais Hong plisse les yeux, repensant instantanément à ce nouveau venu si bien tombé. Dudu ne fait que confirmer la situation, sans comprendre le danger qu'elle vient d'introduire dans leur opération. Le lendemain, elle appelle joyeusement Gaofan pour aller déjeuner, totalement ignorante de la tempête qui couve. Dudu passe la tête dans sa chambre avec un joyeux bonjour, mais découvre Gaofan en pleine série de pompes qui semble complètement pris au dépourvu. La vue de son corps la fait fondre comme une véritable groupie. Elle se jette sur lui en exigeant de le toucher, poussant notre héros à s'enfuir pour sauver sa peau. Dudu fait mine de rien, lui demandant pourquoi il fuit alors qu'elle voulait juste l'inviter à déjeuner. Il lui rappelle nerveusement que le harcèlement au travail est plutôt mal vu, même ici. Ça l'amuse beaucoup, et elle commente la rapidité avec laquelle il s'est habitué au mauvais côté de ce monde. Gaofan essaie de la faire sortir de sa chambre pour s'habiller en paix, mais son air amical disparaît lorsqu'elle lui demande s'il a espionné Sir Hong la nuit dernière. La question le frappe comme un boulet de canon. Son secret est totalement éventé.
Il essaie de faire l'idiot, faisant genre qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alors Dudu le plaque contre le mur, confirmant que le bar est une couverture pour les renseignements. Elle lui révèle qu'elle sait tout sur ses yeux psychiques et exige de connaître ses intentions. Il s'avère que ce n'est pas un interrogatoire. C'est une offre d'emploi pour devenir leur nouvel agent de renseignement. La première pensée de Gaofan est la perte de sa liberté, et il demande aussitôt s'il peut refuser. Dudu est choqué par son refus, insistant sur le fait qu'il est parfait pour le raid romance, mais il lui explique qu'il a des objectifs plus grands que de jouer les indiques. Il a besoin de devenir plus fort. Il la remercie pour sa gentillesse mais lui fait bien comprendre qu'il ne peut pas rester ici éternellement. Il a une bonne raison d'aller dans la zone restreinte, quitte à en mourir. Dudu l'accepte sans broncher, disant que dans leur métier, tout le monde a des choses à cacher. Dudu l'oriente vers une zone restreinte récemment nettoyée, un endroit parfait pour qu'un débutant puisse fouiller. Elle lui balance même un téléphone clean en guise de cadeau de départ, jurant qu'il n'est pas sur écoute. Il est préenregistré avec ses numéros et ceux de Lily, laissant la porte grande ouverte à son retour. Notre garçon est sincèrement touché par le geste et l'interpelle une dernière fois. Dudu croit tout de suite qu'il a changé Davis, mais il lui dit simplement merci. Sa déception est palpable alors que ses grands espoirs sont instantanément réduits en poussière. Gaofan fait alors la promesse dramatique et éclatante qu'il reviendra sans faute pour rendre leur gentillesse. Alors qu'il s'avance dans la ville enneigée, la voix de Dudu résonne une dernière fois, c'est promis, hein? À l'intérieur, Dudu et Lily le regardent partir, songeant à leur vie étrangement intime en tant que courtière en information. Pendant ce temps, Gaofan consulte sa carte, réalisant que ses pouvoirs psychiques stagnent et qu'il lui faut un vrai défi. Il décide que la zone restreinte 77 est le seul endroit où il pourra repousser ses limites, peu importe les risques. Des heures plus tard, il arrive dans un morne campement enneigé grouillant d'autres chasseurs et de médiums. Il se ferait un chemin à travers la foule, gamin solitaire dans une mer de professionnels endurcis. Il s'avère que cet endroit est une véritable ruée vers l'or pour les médiums de haut niveau cherchant à faire un gros coup dans les terres désolées. Soudain, un colosse à la tresse bleue l'attrape par l'épaule pour lui demander s'il fait cavalier seul. Gaofan confirme qu'il est seul et cherche du travail, pas intimidé pour un sou. Cet homme se présente comme un capitaine de rang et qui, comme par hasard, cherche un dernier membre pour son équipe. Il pose alors la question à 1 million, quel est le rang de Gaofan? D'un rapide coup d'œil, ses yeux psychiques révèlent que toute l'escouade est un mélange de rangs et aidés. Il annonce alors calmement au capitaine qu'il est de niveau E, ce qui n'est probablement pas la réponse attendue. Ce capitaine éclate de rire, il arque un débutant de rang et l'audace de se pointer ici. Mais ces moqueries déclenchent quelque chose en Gaofan. Ses yeux psychiques s'illuminent, lui offrant un siège aux premières loges pour assister au sombre avenir du capitaine. Sa vision lui révèle un démon parasite accroché à l'esprit de l'homme, tirant ses ficelles comme un marionnettiste grotesque et suceur d'âme. Il a ensuite la terrifiante prémonition du capitaine sur le point d'être dévoré, où on le voit s'excuser pathétiquement auprès de son équipe avant de les abandonner à la mort. Gaofan comprend immédiatement que ce gars est un énorme danger ambulant qui trahira son équipe sans y réfléchir à 2 fois. Il tourne les talons, ayant vu plus qu'il n'en faut pour prendre sa décision. Ce capitaine l'arrête en lui faisant remarquer avec condescendance qu'il se trompe de chemin et que la sortie pour les moins que rien n'est de l'autre côté. Mais Gaofan ne bronche même pas, affirmant qu'il entrera dans la zone quoi qu'il arrive. Cette déclaration suicidaire lui vaut une nouvelle vague de rire de la part de toute l'escouade. Il passe droit devant eux, mentionnant d'un air de rien qu'il préfère mourir seul plutôt que de suivre un capitaine qui fuit le danger. Ce commentaire refroidit net le capitaine, qui exige de savoir ce qu'il a voulu dire par là. Gaofan hausse simplement les épaules, lui disant de le considérer comme un mort en sursis. Il s'éloigne seul, laissant l'équipe complètement déconcertée par ce débutant étrangement intense. Ce capitaine, en revanche, se retrouve avec un pressentiment très désagréable. En marchant, Gaofan sait qu'il n'est pas de taille. Être un rang dans une mer de randée, c'est une condamnation à mort. Il se dit qu'essayer de rejoindre une équipe ne sert à rien puisqu'il servirait de toute façon de chair à canon. Sans autre option, Gaofan décide de braver la zone restreinte par lui-même. Il se souvient du briefing de Dudu sur la brume blanche qui recouvre toute la zone comme un dôme, et que les chasseurs de trésors utilisent les zones de brouillard plus fines comme points d'entrée principaux. Alors que les autres équipes ont un équipement hors de prix pour ça, notre héros est coincé avec une simple boussole et pas un sou en poche. Heureusement pour lui, il possède un code de triche intégré, ses yeux psychiques. Sa vision transperce le brouillard, mais il repère immédiatement quelque chose rôdant dans les ruines. Il s'avère que la zone grouille de démons de la brume de Randé, qui traquent tous ceux qui s'y perdent. Il suppose qu'ils ne le dérangeront pas tant qu'il a l'air de savoir où il va, et effectivement, les créatures l'ignorent complètement, bien que l'endroit reste un piège mortel. Mais l'un des démons se fiche soudainement, les yeux brillants de détermination, et il décolle comme une fusée, ignorant totalement Gaofan en passant en trombe. À ce moment-là, un camion rempli de chasseurs de démons fonce à travers le brouillard, le conducteur criant de s'arrêter. Ce capitaine panique complètement et pile au beau milieu de la route. Son équipe demande ce qui se passe, complètement prise au dépourvu par cet arrêt soudain. Leur chef ressent une étrange fluctuation d'énergie, pensant que ce n'est peut-être qu'une illusion. Ils reprennent la route, frôlant de peu notre gars qui se cache derrière une voiture, au bord de la crise cardiaque.
Il se souvient de l'avertissement de Dudu, se faire attraper ici sans permis, c'est un aller simple pour l'isolement. Après leur passage, il pousse un énorme soupir de soulagement, pensant être tiré d'affaire. Mais juste au moment où il se détend, ses yeux se posent sur un texte rougeoyant qui se matérialise dans les airs. C'est une étrange liste de règles pour la zone, incluant de ne pas pleurer et de se laver les mains avant de manger. Gaofan réalise que ses yeux psychiques peuvent lire les règles cachées de la zone, un avantage énorme pour un débutant. Il est immédiatement ravi, pensant avoir trouvé le guide de survie ultime pour une petite balade tranquille en enfer. Il commence donc à mémoriser la liste, la première règle étant un trait censé ne vous entretuez pas. Avec cette nouvelle confiance, il s'aventure seul plus profondément dans les ruines désolées recouvertes de neige. Il remarque que le brouillard se dissipe, ce qui signifie que la vraie fête est sur le point de commencer. Et pile au bon moment, un loup ténébreux aux yeux rouges luisants émerge de la brume. La confiance de notre héros s'évapore aussitôt, remplacée par une panique pure et absolue. Ce n'est pas n'importe quel loup. C'est un monstre de Randé, et il fonce droit sur lui. La différence de taille est un peu intimidante, la bête le dominant de toute sa hauteur. Elle semble même rire, bavant à l'idée de son prochain repas, jusqu'à ce que la terrifiante illusion se brise, révélant un husky très touffu et l'air très joyeux. Gaofan est complètement perplexe, essayant de comprendre s'il voit vraiment un chien idiot dans une zone mortelle. Il prépare tout de même son couteau, car tout ce qui survit ici doit être un monstre déguisé. Les deux se retrouvent dans un face-à-face tendu au milieu de la rue enneigée, que le husky brise aussitôt en se roulant par terre et en remuant la queue comme un fou. Gaofan baisse lentement son arme, réalisant que cette chose n'est pas du tout agressive. Il se demande s'il ne s'agit pas juste d'un animal de compagnie qui s'est égaré dans une zone restreinte. Ce chien reste simplement assis là avec l'air du plus gentil des toutous, ne prévoyant clairement aucune attaque. Puis ça le frappe, les chiens ont un odorat incroyable, et il a un steak sur lui. Il sort la viande, les yeux du husky se transforment en cœur, confirmant sa seule et unique motivation. Il lance le steak en l'air, et le husky devient complètement fou de joie. Gaofan reste sur le qui-vive, convaincu qu'il s'agit d'un piège mortel tout en poil. Mais le chien rate complètement sa cible, laissant le steak rebondir sur sa tête. Et juste comme ça, toutes ses théories tombent à l'eau. C'est juste un chien idiot. Il donne la nourriture au husky, lui disant de bien profiter de l'enka qu'il avait préparé pour le voyage. Sa bonne action de la journée accomplie, notre gars lui fait signe au revoir et se remet en route. Sauf que le husky, maintenant repu, se met à trottiner juste derrière lui en remuant la queue. Gaofan essaie de le chasser, mais le chien se met joyeusement en travers de son chemin. Il lui fait un gros hochement de tête comique, montrant clairement qu'il ne compte aller nulle part. Un balayage rapide avec ses yeux psychiques révèle qu'il s'agit d'un loup-démon de niveau C cherchant à faire équipe, ce qu'il trouve hilarant, mais bon, un loup-démon gratuit reste un loup-démon gratuit. Il adopte donc officiellement la bête loufoque, lui promettant de la nourriture en échange de sa loyauté. Ailleurs dans la zone, une nouvelle équipe de chasseurs discute de son plan pour trouver un artefact rare. Leur chef sait que c'est risqué vu que le trésor vaut des milliards. Un de ses coéquipiers est plus réaliste et suggère qu'il se contente de chasser des monstres pour de l'argent. Le chef lui dit de se taire, juste au moment où une règle cachée interdisant d'insulter les autres apparaît. À cet instant précis, une pointe d'énergie sombre surgit du sol juste sous lui, brisant une sorte de bouclier invisible qu'il avait activé pour se protéger. La force de l'explosion le projette en arrière, le prenant totalement au dépourvu. Il réussit à peine à atterrir sur ses pieds, réalisant qu'il vient de foncer droit dans un piège. L'amulette protectrice de ce chef se brise sur le sol, ne laissant qu'une faible lueur violette. Il se relève en tremblant, comprenant qu'il a dû enfreindre l'une des règles de la zone. Ses deux coéquipiers sont figés sur place, complètement sans voix face à cette soudaine attaque invisible. Maintenant, ils paniquent puisque leur seule défense contre les punitions de la zone a officiellement disparu. L'un d'eux se demande nerveusement si ça veut dire que des monstres vont commencer à surgir pour les attaquer. Son pote se moque de l'idée, demandant sarcastiquement s'il a prévu de devenir ami avec eux. Mais soudain, le plus nerveux repère quelque chose au loin et le montre aux autres. Leur chef, toujours agacé, exige de savoir ce qu'ils sont en train de fixer comme ça. Son équipe le fait aussitôt taire, lui disant de baisser d'un ton pour une fois. Pendant ce temps, Gaofan emprunte respectueusement les vêtements d'un mort, parce qu'il n'y a pas de petites économies. À travers leurs jumelles, l'équipe le voit faire cuire de la viande sur un feu avec son nouveau loup-démon. Le gars chauve est perplexe, faisant remarquer que ce gamin est tout seul sans barrière de protection. Son partenaire ajoute qu'il traîne aussi tranquillement avec un monstre juste à côté de lui. Leur chef observe toute la scène, confondant le barbecue de Gaofan avec une sorte de sombre rituel. Ils en arrivent tous à la seule conclusion logique. Ce doit être un adepte d'un dieu puissant. De leur perchoir, cela semble être l'explication la plus plausible à sa confiance bizarre. Bien sûr, le rituel se résume à Gaofan disant à son nouveau chien, Simba, d'attendre la nourriture. L'équipe débat de ce qu'il faut faire, se demandant s'il n'est pas le légendaire fils divin qui est immunisé contre les règles. Leur capitaine décide sagement d'éviter l'affrontement, admettant qu'ils n'ont aucune idée d'à qui ils ont affaire. Le plan est donc simple. Ils vont juste rester là et observer ce cinglé à bonne distance. Les steaks étant parfaitement cuits, Gaofan donne le feu vert à Simba pour baffer. Mais le chien s'arrête net, adoptant une posture agressive et grognant dans le vide.
juste avant que le sol devant eux n'explose dans un rugissement assourdissant, et qu'un énorme démon scorpion luisant ne jaillisse de la neige, ruinant leur barbecue. Il s'avère que c'est un monstre de classe et connu pour creuser sous terre afin de piéger ses victimes. Gaofan se crispe immédiatement, sachant qu'il ne fait pas du tout le poids face à cette chose. Ce scorpion ne perd pas de temps et s'élance avec ses énormes pinces prêtes à l'écraser, forçant notre héros à bondir en arrière dans une tentative désespérée d'esquiver l'attaque. Au moment où le monstre s'approche, Simba lève les yeux, visiblement mécontent de l'interruption, et le dard du scorpion s'écrase sur le sol juste là où se tenait Gaofan. Son nouvel animal se place devant lui pour le protéger, révélant enfin sa véritable forme de loup-démon. Le husky loufoque a disparu, remplacé par une bête beaucoup plus intimidante aux yeux rouges luisants. Gaofan, toujours pragmatique, fait pendouiller un steak et promet une tonne de viande supplémentaire si Simba gagne, ce qui est apparemment la seule motivation dont ce loup-démon a besoin pour devenir sérieux. Galvanisé par la promesse d'un festin, Simba fonce droit dans la mêlée, mais le scorpion part facilement l'attaque avec ses pinces blindées, faisant jaillir des étincelles. Simba finit par trouver une faille, plantant profondément ses crocs dans la pince du monstre. Il commence à le secouer dans tous les sens, essayant de dominer le scorpion par la force brute. Mais Gaofan réalise que c'est une impasse, à moins qu'il ne trouve un point faible dans cette lourde armure. Il active donc ses yeux psychiques, laissant une aura de feu s'enflammer autour de lui pour analyser l'ennemi. Ses yeux psychiques verrouillent aussitôt le point faible du scorpion, une articulation bleue luisante sur son dard. Gaofan crie le nouveau plan d'attaque, ordonnant à Simba de viser cette vulnérabilité précise. Avec ses nouveaux ordres, le loup-démon esquive les pinces pour passer derrière le monstre et plante ses crocs profondément dans l'articulation du dard avec un craquement répugnant. Il secoue ensuite violemment la tête, arrachant net l'arme entière du corps du scorpion, sous les acclamations de Gaofan, sur le côté, tel un maître de chien fier et légèrement terrifié. L'arme principale de ce monstre vole en éclats dans une explosion d'énergie bleue, le laissant totalement neutralisé. La menace étant neutralisée, la queue sectionnée tombe inutilement sur le sol enneigé dans un bruit métallique. Simba pousse un hurlement triomphal pendant que Gaofan félicite son très bon et très mortel toutou. Mais la célébration de notre héros est écourtée lorsqu'il sent qu'on les observe. Ailleurs, l'équipe de chasseurs pète un câble collectivement, convaincu qu'il est une sorte de dresseur de monstres. Leur chef se demande même s'il n'est pas le légendaire marionnettiste, un grand adepte d'un dieu puissant. Un de ses coéquipiers a une théorie plus simple, Gaofan est juste faible et il devrait lui tomber dessus pour la récompense. À cet instant précis, Gaofan apparaît juste au-dessus d'eux sur une corniche en disant bonjour l'air de rien, plongeant le capitaine de l'équipe dans un état de choc pur et absolu. Notre gars baisse simplement les yeux, ayant clairement entendu tout leur plan de génie pour le piéger. Ses chasseurs essaient de l'évaluer, notant qu'il n'est qu'un gars avec un chien, tandis que leur chef fait remarquer avec confiance qu'ils sont trois, donc que les maths sont de leur côté. Son pote est d'accord, qualifiant Gaofan d'amateur à l'allure minable, prêt à être plumé. Gaofan commence à transpirer, espérant qu'ils ne vont rien tenter, alors qu'une nouvelle règle apparaît, n'attaquez pas vos semblables. Le monologue intérieur de Gaofan est une véritable crise de panique, car ces types ne connaissent clairement pas les règles. Il sait que même avec Simba, il est cuit, leur punition importera peu à son cadavre. En bas, le chef des chasseurs le dévisage, couteau en main, prêt à en découdre. N'ayant pas le temps de réfléchir, Gao réalise qu'il doit sortir un lapin de son chapeau, et vite. Alors il tente le bluff ultime, demandant froidement s'ils ont la moindre idée de qui il est. Cela décontenance immédiatement le chasseur encapuchonné, renforçant sa théorie de l'enfant divin. Leur chef, cependant, pense simplement que Gaofan ne fait que brasser de l'air, une erreur classique de débutant. Mais le chauve perd complètement les pédales, convaincu qu'ils sont sur le point de mettre en colère un apôtre de Dieu. Maintenant profondément intimidé, toute l'équipe demande respectueusement l'identité de son excellence. Gaofan renverse la situation depuis son perchoir, leur disant qu'il est plus poli de se présenter d'abord. Intérieurement, il célèbre son propre génie pour avoir complètement désamorcé la situation avec une pure assurance. Ce chef, Zhao Sixi, s'excuse immédiatement et se présente comme un médium de type endurance. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Gaofan le coupe net avec un silence sec et autoritaire. Zhao Sixi est complètement déconcerté par cet ordre soudain, se demandant ce qu'il a bien pu dire de travers. Gaofan déclare alors que pour avoir dégainé son arme, Zhao Sixi doit subir une attaque en guise de punition. Il ordonne aux chasseurs de rester immobiles, déclenchant une règle cachée sur le fait de répondre à son nom, laissant Zhao Sixi sur le qui-vive, essayant de deviner quelle sorte d'attaque invisible approche. Une soudaine décharge d'énergie s'écrase sur le mur juste à côté de lui, un tir de sommation clair. Puis une gigantesque lame spectrale se matérialise de nulle part et l'empale net en pleine poitrine. Ce chasseur s'effondre sur le sol enneigé, éliminé par une règle dont il ignorait l'existence. Les deux autres chasseurs perdent complètement la tête, fixant avec incrédulité ce qui vient de se passer. L'un d'eux est convaincu que Gaofan possède une sorte de talent d'attaque verbale de niveau S. Intérieurement, Gaofan célèbre son bluff génial, puis demande froidement lequel d'entre eux est le prochain. Il n'en faut pas plus pour que l'équipe tombe à genoux et implore le pardon, complètement brisé. Avec un dernier regard intimidant, notre héros leur dit simplement de dégager de sa vue. Et juste comme ça, il décampe en vitesse,
emportant leur chef inconscient avec eux. Gaofan les regarde partir, poussant un immense soupir de soulagement d'avoir réussi à éviter une mort certaine. Il se tourne aussitôt vers Simba, lui promettant un gros dîner au steak pour avoir été un si bon garçon intimidant. Ailleurs, dans une sorte d'avant-poste de chasseurs, les répercussions de cette rencontre ne font que commencer. Car le coéquipier de Zhao Sixi déboule, désespéré de rapporter ce qu'il a vu à son seigneur, un nouveau commandant avec un casque imposant qui lui demande calmement ce qu'il y a de si grave. Ce type explique qu'ils sont tombés sur un chasseur absolument monstrueux, au moins de rang A, peut-être même de rang S. Maintenant intrigué, le commandant s'assoit et lui ordonne de cracher le morceau immédiatement. Il décrit un homme masqué qui commande un loup démoniaque et utilise la magie des mots, soupçonnant qu'il soit un adepte de Dieu. Cette dernière partie fait bondir le commandant, qui exige la localisation pour voir cet adepte de ses propres yeux. 4 jours plus tard, au cœur de la zone interdite, Gaofan et Simba enchaînent les combats pour accumuler de l'expérience. Il s'avère que toute cette chasse a porté ses fruits. Simba a officiellement évolué en un loup démoniaque de niveau B. Gaofan note que son familier est maintenant assez fort pour affronter seul un crocodile de classe B. Et quand on parle du loup, Simba est actuellement en plein combat, déchiquetant un énorme crocodile en armure, qui riposte avec un coup dévastateur de ses griffes chargées d'énergie, prêt à l'écraser. À bonne distance, Gaofan crie à Simba de viser le ventre mou du crocodile. Et heureusement, son loup démoniaque est juste assez intelligent pour suivre des ordres de combat simples, alors il s'élance et arrache un énorme morceau du point faible du monstre. Gaofan songe qu'une règle de contact de 3 secondes l'empêche même de chevaucher Simba, ce qui est vraiment dommage. Pendant ce temps, une silhouette plane au-dessus de la forêt, explorant la zone, et confirme rapidement que le gamin avec le loup démoniaque est exactement celui qu'il cherche. Il s'avère que c'est l'éclaireur du commandant qui rapporte que le pouvoir de Gaofan semble être le contrôle à distance, mais leur surveillance est interrompue lorsqu'un immense pilier d'énergie rose jaillit au loin, laissant toute l'escouade penser qu'un artefact interdit légendaire vient d'apparaître. En bas, Simba se tient triomphalement sur le crocodile en armure désormais mort, et Gaofan aperçoit enfin le même signal de mauvais augure illuminant le ciel. Sa première pensée est naturellement qu'une sorte de trésor est à portée de main, alors il se dit que puisqu'ils sont seuls, autant aller enquêter. Sur ce, le duo s'enfonce dans l'étrange forêt rose en direction de la lumière. Gaofan réalise qu'il a déjà parcouru 100 km sans même atteindre le centre de la zone. Juste avant que Simba ne s'arrête net et ne pousse un hurlement d'avertissement. Un gigantesque golem de pierre, la source du pilier d'énergie, se dresse au-dessus d'eux, et il ne ressemble en rien au menu fretin qui l'ont chassé jusqu'à présent. Il le reconnaît immédiatement comme le serpent noir, un gardien légendaire, et c'est instantanément que même avec un Simba évolué, ils n'ont aucune chance. Ainsi, face à un gardien légendaire, Gaofan a recours à sa seule tactique éprouvée, la corruption par la viande. Et contre toute logique, le gigantesque golem de pierre semble véritablement intéressé par l'offrande de steak, donnant à notre héros une lueur d'espoir que son plan absurde puisse réellement fonctionner. Ailleurs, l'escouade du commandant des chasseurs traque le même pic d'énergie de niveau S, convaincu qu'il s'agit d'un artefact interdit. Leur chef, le commandant Wu, rallie les troupes, leur ordonnant de se préparer à s'emparer du butin. Il les prévient que la zone génère des monstres dotés de conscience pour garder ces choses, ils doivent donc être prudents, ce qui arrive un peu trop tard lorsqu'une nuée de créatures insectoïdes surgit du sol pour les tendre en embuscade. Ce commandant hurle un avertissement alors que la horde de monstres fonce droit sur son équipe puis ordonne à chacun de libérer ses capacités psychiques et de se frayer un chemin à travers les seins. Son équipe se transforme immédiatement, révélant toute une escouade de médiums de type bête prêts au combat. Toute l'équipe, y compris un gigantesque loup à 3 têtes, se met en garde face à la marée de monstres. Il commence immédiatement à tailler en pièces les créatures insectoïdes avec un déluge d'attaques énergétiques colorées, un chasseur faufilant à travers les rangs ennemis et les découpant avec une lame luisante. Après avoir éliminé la nuée, l'équipe s'enfonce dans la forêt des obsidiennes, le cercle intérieur de la zone interdite. Mais ils sont immédiatement accueillis par un gigantesque serpent spectral, prenant le commandant complètement au dépourvu. Et le python ne perd pas de temps, tirant un rayon d'énergie dévastateur qu'il parvient à peine à esquiver. L'un de ses hommes l'identifie comme un python infernal du néant de niveau 11 aux attaques hautement corrosives. Pour couronner le tout, encore plus de monstres se rassemblent maintenant, attirés par tout ce chaos. Le commandant Wu ordonne à son équipe de forcer le passage alors que sa bête loup à 3 têtes affronte le python. Il crie déjà à sa propre bête de se remettre sur pattes, montrant à quel point ils sont dépassés. La bête à 3 têtes du commandant Wu accumule de la puissance, chaque tête crépitant d'une énergie élémentaire différente, et libère une décharge coordonnée de magie de feu, de glace et d'ombre sur les monstres en approche, créant une énorme explosion qui décime littéralement les premières lignes de la horde. Une brèche étant ouverte, l'escouade avance tandis que leur capitaine reste en arrière pour tenir la ligne, se retrouvant nez à nez avec l'immense python infernal du néant qui le surplombe. L'un de ces hommes essaie de porter un coup, mais sa lame se dissout dans le vide avant même de toucher sa cible. Et la seconde suivante, la queue du python s'écrase sur le loup à 3 têtes avec une force brutale. Ce serpent plante ses crocs dans l'une des têtes du loup, son venin corrosif grésillant au contact. Mais la bête rugit en retour, prête à prouver qu'elle peut mordre tout aussi fort. C'est cependant une bataille perdue d'avance, alors que le python commence à s'enrouler autour du loup en l'étouffant complètement.
Même le commandant Wu sent la chaleur alors que le gaz corrosif fait fondre les vêtements directement sur son dos. Son équipe commence à paniquer, hurlant qu'ils sont submergés et ne peuvent plus tenir. Car il s'avère que toute cette forêt grouille de monstres de niveau encore plus élevé. Le commandant Wu réalise enfin qu'il a peut-être légèrement sous-estimé les dangers de cette zone interdite, alors il prend la décision judicieuse, ordonnant une retraite totale avant qu'ils ne soient tous anéantis. Il essaie de sauver la face, pensant que de toute façon personne ne pourrait franchir une défense aussi solide. Ailleurs, Gao Fan lâche un énorme éternuement soudain, totalement inconscient, et se demande pourquoi il entend une bataille alors qu'un simple steak suffit à corrompre les gardes. Il se tourne vers Simba pour avoir confirmation, qui pousse simplement un petit jappement joyeux d'approbation. Alors que tous les deux passent nonchalamment juste devant le gardien serpent noir désormais pacifié. 5 heures plus tard, Gao Fan a l'air moins qu'enthousiaste de sa randonnée pittoresque, après avoir marché 10 kilomètres à travers cette forêt de pierre sans que l'artefact ne soit toujours en vue. Soudain, une petite créature violette se matérialise juste devant lui, attirant son regard, et se révèle immédiatement être un immense scorpion de classe à rayonnant de menace. Au lieu de paniquer, notre héros est en fait ravi de trouver enfin un monstre digne de ce nom. Il se dit que s'il peut apprivoiser cette chose, il possédera littéralement toute la zone interdite. Alors il déploie sa technique secrète ultime, la légendaire attaque de la viande au barbecue. Ce monstre de classe est complètement déconcerté par cette tournure des événements, fixant simplement la nourriture. Il ramasse prudemment l'offrande, la reniflant un bon coup avant d'en prendre une bouchée. Et juste comme ça, l'hostilité a disparu, remplacée par un scorpion étincelant et très amical. Malheureusement, son nouvel ami commence aussitôt à en redemander, mais Gao Fan est à sec. Ce scorpion tourne alors son regard affamé vers Simba, et le plan commence à s'effondrer. Il tente rapidement d'expliquer que Simba fait partie de la famille et n'est absolument pas au menu. Après un moment de réflexion, le scorpion abandonne simplement et s'enfouit dans le sol. Il disparaît complètement, laissant Gao Fan planté là après un resto basket réussi. Notre héros est en rogne de voir que le monstre a mangé sa nourriture pour ensuite partir sans un mot. Il s'assoit avec Simba, réalisant que les monstres de niveau A ne s'apprivoisent pas si facilement. C'est le cas classique où l'on essaie d'attirer un chien avec une brioche à la viande pour finir par perdre la brioche. Simba pousse un petit jappement offensé, n'appréciant visiblement pas la comparaison. Alors Gao Fan doit maladroitement expliquer à son loup que la métaphore ne le visait pas. Gao Fan doit lui annoncer la mauvaise nouvelle, il n'a officiellement plus de viande pour son nouvel ami le golem. Mais alors qu'il s'apprête à se contenter de soupe, Simba se redresse soudainement, sentant quelque chose. Il pousse un aboiement sec alors que le scorpion violet de tout à l'heure revient en volant et dépose aussitôt un cochon fraîchement chassé à leurs pieds en guise de remerciement. Il s'avère que le monstre de classe n'est pas parti sans payer. Il est juste allé faire des courses pour eux. Ailleurs, à la source de l'énergie, une nouvelle escouade de chasseurs a localisé la porte de l'artefact interdit. Leur chef ordonne à son équipe de défendre le périmètre pendant qu'elle tente de décrypter ses règles. Cette équipe comprenant un archer de rang B et un guerrier de rang C, forme rapidement une ligne de défense. En touchant la porte, elle confirme immédiatement que l'énergie psychique est d'au moins de niveau A. L'un de ces hommes, un manieur de masse, propose la brillante stratégie de simplement la défoncer. La chef rejette immédiatement l'idée, expliquant que ces artefacts obéissent à des règles, pas à la physique. Il rétorque que puisqu'ils ne connaissent pas les règles, autant essayer quelque chose. Un autre membre avec des poings de fer luisants décide de tester cette théorie lui-même, accumulant de la puissance pour frapper. Il déclenche un coup massif pile dans la jointure entre les deux portes de pierre, qui, comme on pouvait s'y attendre, ne bouge pas d'un pouce sous toute la force de son attaque. L'escouade entière reste plantée là dans un silence profondément gênant. Leur chef rappelle aux chasseurs impulsifs que la force brute est complètement inutile ici. Du bon côté, elle précise que sa petite action a au moins confirmé que l'artefact n'est pas agressif. Car s'il s'agissait d'un type à haut risque, ajoute-t-elle, il serait déjà une flaque sur le sol. Sans autre option, ils sont coincés à essayer de comprendre les règles par de fastidieux tâtonnements. Juste au moment où l'escouade de chasseurs est bloquée, leur chef sent une présence s'approcher. Et pile au bon moment, Gao Fan arrive nonchalamment, ayant enfin atteint l'emplacement de l'artefact. Il observe calmement le champ de bataille trempé de sang, notant que ce n'est pas vraiment une scène paisible, c'est alors que la chef de l'escouade le repère avec ses familiers, sentant immédiatement une intention malveillante. Cette équipe de chasseurs se met en garde, exigeant de savoir qui est ce mystérieux nouvel arrivant. Mais Gao Fan garde son sang-froid, affirmant qu'il est juste là pour regarder le spectacle. Bien sûr, personne ne croit ça une seconde au milieu d'une zone interdite, et le chef commence à faire ses calculs, pensant que ces 6 hommes peuvent facilement battre l'équipe de 3 de Gao Fan. Il se convainc même que Gao Fan hésite par peur de leur force, supposant qu'il doit attendre des renforts avant d'agir. Fort de cette logique implacable, le chef décide qu'ils doivent absolument frapper les premiers. Alors que Gao Fan jauge simplement leurs membres de rang B et C avec une expression ennuyée, ce chef de chasseurs fait un grand discours sur le fait que seuls les forts obtiennent les trésors avant de mener la charge, laissant Gao Fan agacé qu'il ait complètement ignoré sa demande très raisonnable de le laisser tranquille. L'un des chasseurs bondit en avant, hurlant que s'il tue le maître, les familiers ne poseront aucun problème, juste avant que le sol n'érupte et que son attaque ne soit contrée par un immense scorpion violet.
Le visage de ce chef se décompose lorsqu'il réalise que ce gamin a un familier de rang A, ce qui signifie qu'il est hors de leur portée. Et Gaofan leur rappelle calmement qu'il leur avait pourtant bien dit de ne pas attaquer. Un message du système annonce alors obligeamment que le scorpion est passé en mode chasse. Alors que Gaofan explique qu'une fois lancé, même lui ne peut pas l'arrêter. Ce chef de chasseurs est complètement tétanisé de peur, suant à grosses gouttes alors que l'aura du scorpion s'abat sur lui. Il tente immédiatement de désamorcer la situation, affirmant qu'ils ne sont qu'un humble groupe de braconniers qui ne cherchent pas d'ennemis. Mais Gaofan n'y croit pas, leur demandant pourquoi il faisait tant les fiers il y a un instant. Il évoque ensuite d'un ton désinvolte le fait qu'il est presque sûr que quelqu'un vient de menacer de le tuer. Ce chasseur musclé qui a proféré la menace nie tout immédiatement, insistant sur le fait que c'était un gros malentendu. Son patron le frappe sur la tête, exigeant qu'il montre un peu de respect et appelle Gaofan l'aîné. L'attitude de ce chef fait un virage à 180 degrés, se prosternant maintenant poliment et supposant que Gaofan est également là pour le trésor. Gaofan reste de marbre, confirmant que c'est plus ou moins la raison de sa présence. Il fait ensuite un geste vers la porte luisante en demandant si c'est le prix avec lequel il galère. Ce chef explique avec empressement qu'ils sont totalement bloqués et n'arrivent pas à trouver comment l'ouvrir. Il offre alors gracieusement l'artefact à Gaofan, disant que ce doit être le destin et qu'ils ne se mettront pas en travers de son chemin. Bien sûr, ces hommes chuchotent à propos de leur brillant plan consistant à laisser Gaofan faire le travail puis à s'enfuir. Gaofan clairvoyant, réalise que cette équipe n'a absolument aucune idée de la façon dont l'artefact fonctionne. Il déduit à juste titre que leur combine est de le laisser déverrouiller le trésor pour pouvoir fondre dessus et le voler. Décidant de jouer le jeu, il se dit qu'il devrait au moins obtenir leur nom d'abord. Il se tourne donc vers le chef de l'escouade et lui demande de se présenter. Ce type annonce fièrement qu'il est Wang Wu, un épéiste psychique de niveau B. Gaofan trouve le nom un peu trop générique et décide qu'il a besoin de le vérifier d'une manière ou d'une autre. Wang Wu sourit simplement et confirme son nom, complètement inconscient de ce qu'il attend. Puis Gaofan lui lance un test bizarre, lui donnant 10 secondes pour résoudre un +1. Wang Wu est complètement déconcerté par la question, répondant avec hésitation que c'est évidemment 2. Gaofan lui dit qu'il a tort, expliquant que ce petit test surprise est assorti d'une punition. Car maintenant qu'il connaît le vrai nom de Wang Wu, les règles de l'artefact sont officiellement en jeu. À la seconde suivante, un pilier d'énergie violette violente jaillit du sol juste sous Wang Wu, l'envoyant voler alors que le système de défense de l'artefact s'active avec une efficacité brutale. Son escouade se précipite, complètement choqué que leur chef vienne de se faire éliminer par un simple problème de mathématiques. Alors qu'il l'aide à se relever, l'un des membres plus musclés se retourne et exige de savoir ce que Gaofan fabrique. Gaofan leur retourne simplement la question, les yeux brillants d'une froide intention. Il les dénonce pour leur brillante machination visant à l'utiliser comme cobaye pour les règles de l'artefact, laissant Wang Wu complètement sans voix, pris la main dans le sac dans son propre piège. L'un de ses laquais essaie de tout nier, mais Gaofan ne croit pas à leurs excuses pitoyables. Alors il leur expose leurs options. Partir maintenant, l'aider à tester les règles, ou ce troisième choix tacite qui est très clairement la mort, ce que Wang Wu semble prêt à accepter. Gaofan donne à l'escouade 10 généreuses secondes pour prendre leur décision finale qui changera leur vie. Ces chasseurs commencent immédiatement à paniquer, refusant d'abandonner le trésor pour lequel ils ont travaillé si dur. Wang Wu fait son choix, ordonnant à l'un de ses hommes de le couvrir pendant qu'il charge une attaque. Malheureusement pour eux, un message du système confirme qu'ils viennent de violer une autre règle en faisant cela, et le chasseur qui vient de recevoir l'ordre est absolument anéanti par les défenses de l'artefact. Gaofan note avec désinvolture que tout leur discours de dur à cuire semble s'être soudainement arrêté. Toute cette escouade est maintenant à genoux, suppliant pour leur vie et promettant de partir sur le champ. Sur ce, les chasseurs restants s'enfuient pour sauver leur peau dans une panique totale. Tandis que Wang Wu réalise que Gao a militarisé des règles qui ont déconcerté l'humanité pendant des siècles, il comprend enfin le message. Ce gamin est à un niveau complètement différent. Une fois la voie libre, Gaofan et Simba se retrouvent seuls dans le paysage enneigé. Gaofan admet que c'est un soulagement de ne pas avoir eu à combattre cette équipe exaspérante, bien qu'il savoure indéniablement la sensation de plier une zone interdite à sa volonté. Maintenant, la vraie question, comment ramène-t-il vraiment cette porte géante lumineuse à la maison? Alors qu'il s'approche de la porte pour le découvrir, Simba se met soudain à aboyer comme un fou, et Gaofan lève les yeux pour voir une énorme nuée menaçante se rassembler dans le ciel. De ce vortex d'énergie sombre, un nouveau challenger apparaît, se présentant comme un croyant. Ce type qui se fait appeler Raven n'est clairement pas là pour se faire des amis. Gaofan reconnaît immédiatement le nom comme celui d'un groupe terroriste mondialement célèbre. Super. Raven explique qu'un artefact aussi puissant attire naturellement l'attention de son organisation, mais il prévient que connaître les règles pour l'ouvrir n'est que la moitié du combat. Apparemment, quiconque repart avec le prix devient l'ennemi public numéro 1 de toutes les grandes factions. Gao fait remarquer que pour quelqu'un d'aussi soucieux, Raven ne semble pas très intéressé par l'artefact. Il s'avère que l'artefact n'était qu'un bonus. La vraie cible de Raven, c'est Gaofan lui-même. Notre héros est, on le comprend, un peu confus par cet intérêt personnel soudain. Son système ne peut même pas lire le niveau de Raven, n'affichant que des points d'interrogation, ce qui signifie que ce nouveau type est au moins de rang A+, voire de classe S.
Raven analyse Gaofan de loin d'un air suffisant, le qualifiant de faible psychique de niveau B. En réponse, Gaofan dit simplement à Simba d'entrer en mode combat, déchaînant le loup géant. Notre héros réalise immédiatement que ce nouveau venu possède de sérieuses capacités d'analyse pour voir son véritable niveau de puissance. Depuis son perchoir, Raven continue de sous-estimer son adversaire, complètement enveloppé d'une aura sombre. Mais Simba n'attend pas d'invitation, se lançant en avant dans un éclair de gloire, forçant Gaofan à crier un rapide avertissement à son familier pour qu'il fasse attention. Simba pousse un puissant hurlement en essayant de contrer l'énergie oppressante de Raven, mais il est immédiatement accueilli par une tempête d'aiguilles violettes acérées comme des rasoirs pleuvant du ciel. Il tente de forcer l'attaque avec un autre rugissement de défi. Bien que le simple volume de l'assaut le submerge clairement, Raven se contente de ricaner d'Eno, qualifiant Simba de pathétique alors que le loup est projeté en arrière dans les airs. Il invoque ensuite un énorme point de pierre disant à cette bête stupide de dégager de son chemin. Ce point attrape Simba en plein vol, l'écrasant dans son emprise pendant que Raven lui dit d'arrêter de se débattre. Et juste comme ça, Simba est complètement anéanti, laissant Gaofan abasourdi alors que Raven exige sa reddition. Ce terroriste plonge alors pour le coup de grâce, offrant sarcastiquement sa protection en échange de barbecue. Mais juste au moment où il s'apprête à frapper, le scorpion de classe a surgi du sol pour défendre son nouvel ami. Gaofan est complètement pris au dépourvu par l'intervention salvatrice soudaine de son familier. Ce scorpion bloque facilement l'attaque de Raven avec une explosion de sa propre énergie, ce qui laisse le terroriste de classe absolument pantois pour une fois. Et leur puissance combinée explose, brisant toute la falaise dans une onde de choc massive. Raven est balayé par l'attaque du scorpion, complètement abasourdi par sa puissance brute, et il réalise que Gaofan contrôle d'une manière ou d'une autre un véritable démon de classe A. Ce dard a même réussi à l'empoisonner, forçant le terroriste de classe S à se concentrer sur sa détoxification juste au moment où le scorpion lance un autre assaut vicieux à grande vitesse, obligeant Raven à s'avouer vaincu pour le moment, admettant qu'il a sérieusement sous-estimé son adversaire. Il disparaît alors dans un nuage d'énergie sombre, laissant Gaofan victorieux. Bien sûr, il part avec la promesse classique du méchant de revenir et de leur montrer son vrai pouvoir. Une fois la voie libre, Gaofan remercie sincèrement son scorpion pour son intervention salvatrice. Il vérifie ensuite immédiatement l'état de Simba et de son autre familier, craignant qu'il ne soit gravement blessé. Il s'avère que toute la bande est de nouveau sur pied, ayant l'air parfaitement bien après la bagarre. Notre garçon devient un peu émotif, promettant de ne jamais oublier comment ils ont risqué leur vie pour lui. Maintenant que toutes les interruptions sont gérées, il revient à la récompense principale, se demandant comment la déplacer. Alors qu'il se concentre sur la porte, ses yeux spéciaux révèlent soudain les règles pour réclamer l'artefact. Cette condition est étonnamment simple. Tout ce qu'il a à faire, c'est de réciter un poème à la porte. Alors Gaofan commence à débiter de la littérature classique dont il se souvient par hasard, et la porte antique commence immédiatement à se fissurer et à s'effondrer sous le pouvoir des vers. Même lui semble un peu choqué que la solution soit littéralement juste un peu de poésie. Alors que la structure entière se brise en un millier de morceaux incandescents sous ses yeux, il se dit que plus personne ne lit de livres au XXIIIe siècle, mais que son passé isolé lui a donné un avantage. Enfin, il suit les conseils de son système, insufflant son énergie psychique pour réclamer l'artefact. Gaofan pose sa main sur l'artefact, prêt à y déverser son énergie psychique pour le réclamer. Et une minute plus tard, il s'est évanoui sur le dos dans la neige. Il s'avère qu'il a drainé jusqu'à la dernière goutte de son pouvoir et n'a absolument rien obtenu pour sa peine. Il admet que traîner avec des médiums plus forts lui a peut-être donné un peu la grosse tête, car son énergie de niveau E est une vraie blague comparée à ce que cet artefact de niveau E requiert. Il appelle donc ses familiers, Simba et le scorpion, avec une nouvelle idée amusante en tête, ce qui fait jaillir une minuscule étincelle rose de la falaise lointaine. Tandis qu'à des centaines de kilomètres de là, des alarmes commencent à retentir à l'intérieur d'un centre de recherche militaire. Les scientifiques se précipitent, détectant un pic d'énergie massif provenant du module 7. À l'intérieur d'une unité de confinement, une femme aux cheveux roux flotte, entourée d'une énergie bleu-vert crépitante. Un vieil homme, grand-père Mu, l'observe à travers la vitre, ressentant une connexion étrange alors qu'elle s'agite. Ses yeux s'ouvrent brusquement, brillant d'une lumière rose intense. Grand-père Mu est fou de joie, se pressant contre la barrière et appelant Xuingé, mais elle est complètement désorientée, lui demandant ce qui se passe et où ils sont. Un garde à proximité l'informe sans détour qu'ils sont actuellement les invités d'un camp militaire. Les yeux de Xuingé se plissent alors qu'elle reconnaît le visage de ce type quelque part. Il prend la pose, se présentant sous le nom de Yang Wu et se vantant de sa beauté inoubliable. Cependant, sa priorité n'est pas aux retrouvailles. C'est d'exiger qu'il paie pour la voiture que son combat contre le démon a détruite. Yang Wu commence à transpirer à grosses gouttes, ne s'attendant clairement pas à recevoir une facture. Elle exige qu'on la laisse sortir, mais il lui dit simplement de regarder en bas, sous-entendant quelle est la raison pour laquelle ils sont tous enfermés. Xuingé fait craquer ses jointures, essayant de comprendre ce qui vient d'arriver à son corps. Elle regarde en bas et se découvre piégée dans un énorme cristal de glace généré par elle-même, et grand-père Mu lui explique qu'elle a fusionné avec une pierre d'énergie, acquérant un nouveau pouvoir de glace. Elle se souvient immédiatement du cristal qu'il lui a jeté, reconstituant enfin le puzzle.
Debout dans sa propre forteresse de glace personnelle, elle est en admiration devant le pouvoir qu'elle détient désormais. Yang Gu lui dit de se reposer, promettant un compte rendu complet plus tard. Avec un dernier clic, la porte de sa cellule de confinement se verrouille pour la nuit. Ce garde prend immédiatement le téléphone, signalant que leur nouvel atout s'est enfin réveillé. Il s'avère que son analyse préliminaire indique un rang solide, et elle doit être protégée des fidèles. Yang Gu promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger de leurs ennemis. Dès le lendemain, les choses s'annoncent déjà beaucoup plus joyeuses alors que Xuange célèbre le fait d'être devenue une magneuse de rang A+, juste en faisant une sieste. Elle est ravie de pouvoir enfin protéger son frère, 17, et demande s'il y a des nouvelles. Grand-père Mu lui dit simplement de se concentrer sur sa guérison, admettant qu'il s'inquiète aussi pour le garçon. Juste à ce moment-là, ils entendent des pas lourds approcher de leur chambre, et Yang Gu entre pour prendre des nouvelles de sa nouvelle invitée de grande valeur. Elle lui annonce qu'elle est prête à partir chercher son frère, ce qui le choque puisqu'elle maîtrise déjà ses pouvoirs. Mais il n'est pas là pour un bilan de santé. Il a de graves nouvelles à lui annoncer. Xuange le regarde avec impatience, se demandant ce qui pourrait être si important. Il se tourne vers Grand-père Mu, lui demandant pourquoi il ne lui a pas dit la vérité sur une certaine affaire. Grand-père Mu et Xuange écoutent le visage grave pendant que Yang Gu expose le nouveau plan, révélant qu'ils ont détecté l'activité des fidèles et doivent la transférer immédiatement dans une ville sécurisée. Mais la seule priorité de Xuange est son frère disparu, 17, et elle exige qu'il aille le chercher maintenant. Yang Gu refuse catégoriquement, expliquant qu'avec ses pouvoirs instables, elle est trop dangereuse pour être laissée en liberté. Elle n'a aucune idée de ce dont il parle, complètement déconcertée par ce soudain changement d'attitude. Donc, pour prouver ce qu'il avance, il lui lance un coup de poing surprise, déclenchant une éruption massive et instinctive de ses pouvoirs de glace nouvellement acquis. Elle bloque l'attaque sans effort, son pouvoir se déchaînant de lui-même pour la défendre. Son bras entier est recouvert de glace, bien qu'il ne semble pas du tout dérangé par cela. Xuange, cependant, est complètement horrifié par ce qu'elle vient de faire inconsciemment. Yang Gu explique que son pouvoir de rang A+, est une bombe à retardement liée à ses émotions. Cette réalité terrifiante de sa nouvelle condition commence enfin à être assimilée par elle. Il sort alors une photo de son frère, faisant clairement comprendre que c'est aussi pour sa propre sécurité. Cela capte toute leur attention alors qu'ils demandent tous deux désespérément où est 17. Sa dernière position connue était à l'extérieur de la zone restreinte 77, et il se peut qu'il y soit entré. Xuange est sidéré, réalisant que son frère a d'une manière ou d'une autre réussi à sortir dans le vaste monde. Yang Gu confirme que c'est vrai, en lui remettant toutes les informations enregistrées qu'ils ont sur lui. Elle se souvient soudain que 17 a toujours été spécial, le seul qui pouvait quitter leur zone. Il leur assure que les recherches sont toujours en cours, essayant de l'empêcher de trop paniquer. Voyant qu'elle n'a pas d'autres options, Xuange accepte de coopérer, mais à deux conditions. Sa première condition est simple. Une fois qu'elle pourra contrôler son pouvoir, elle veut devenir chasseuse de démons. Quant à sa deuxième exigence, bien plus importante. Elle insiste pour qu'il intensifie les recherches pour retrouver 17 et garantisse sa sécurité absolue. En parlant de lui, il y a 18 heures, Gaofan regardait ce même artefact s'éveiller. Lui et son familier fixent le portail, notre garçon admettant que ça a l'air juste un peu dangereux. Un coup d'œil rapide à l'arrière ne révèle rien de spécial, alors il décide d'enquêter plus loin. Ses yeux spéciaux s'activent, prêts à analyser ce qu'est réellement ce portail lumineux. Il s'avère que c'est une porte de l'espace, un téléporteur personnel lié à son âme qui peut aller n'importe où dans ses souvenirs. Jugeant que les règles semblent assez sûres, il se dit qu'il pourrait tout aussi bien essayer. Il a alors la brillante idée de, peut-être, choisir d'abord une destination, mais le portail ne semble pas intéressé à attendre sa décision. Son bras tout entier est aspiré dans le vortex tourbillonnant avant même qu'il puisse réagir, et la porte claque juste derrière lui, laissant ses familiers en plan. Sa bande reste là à fixer une volute d'énergie qui s'estompe complètement perplexe. Cette petite étincelle s'élance alors à travers le paysage enneigé et disparaît. Alors que Gaofan obtient un aller simple à travers un tunnel dimensionnel très turbulent, il fonce vers une sortie inconnue à une vitesse extrêmement inconfortable, atterrissant face la première sur un canapé avec un manque total de grâce. Il s'assoit en se plaignant de l'atterrissage brutal et de ses vêtements désormais ruinés, pour se retrouver dans une chambre luxueuse sans savoir comment il y est arrivé. Gaofan essaie de comprendre où il est, se souvenant de l'endroit auquel il pensait, quand une femme aux cheveux violets ouvre la porte, agacée par tout ce vacarme. Il réalise alors avec une horreur naissante qu'il pensait au bar de la Romance Rouge. Elle, cependant, est absolument extatique, le reconnaissant comme son petit frère, 17. Notre garçon commence à paniquer, réalisant que le portail l'a lâché directement dans le lit de sœur du haut. Elle est convaincue de l'avoir littéralement fait apparaître en rêve et se jette sur lui pour le serrer dans ses bras, s'approchant beaucoup trop près à son goût tandis qu'il essaie désespérément de s'expliquer. Mais les excuses ne l'intéressent pas, elle lui dit qu'il peut aller et venir comme bon lui semble. Il tente un dernier effort, suggérant qu'elle est juste ivre et qu'elle hallucine complètement. Ce mot halluciné semble lui donner une très mauvaise idée puisqu'elle sort une paire de menottes de nulle part, pour sa plus grande terreur. Admettant qu'elle a bu quelques verres, elle décide que c'est lui qui a l'air à l'ouest, et son brillant plan est de le menotter au lit pour voir s'il est réel le lendemain matin. Avec ses mains désormais entravées,
Gaofan n'a officiellement plus de bonnes options. Alors dans un moment de pur désespoir, il crie pour que sa porte de téléportation s'ouvre, et un portail rose tourbillonnant surgit juste devant son visage, l'arrachant de la pièce avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe. Sœur Dio se retrouve avec une paire de menottes vides, complètement perplexe face à son départ soudain. Elle hausse les épaules, se disant qu'elle avait vraiment dû halluciner tellement il lui manquait. Pendant ce temps, dans les montagnes enneigées, la porte de l'espace recrache les menottes dont il vient de s'échapper. Gaofan dégringole dans le vide, se plaignant surtout que la téléportation est un enfer pour sa garde-robe. Et après avoir atterri dans une ruelle enneigée, il décide que sa priorité absolue est de se trouver un pantalon à l'épreuve des dimensions. Notre gars prend un moment pour réaliser qu'il se trouve au beau milieu d'une ville tentaculaire et inconnue. Pendant ce temps, un hélicoptère militaire fend le ciel enneigé au-dessus de la métropole, transportant Xuange qui découvre enfin le monde extérieur. Elle avoue à Yang Wu que c'est la toute première fois qu'elle prend l'avion, et il lui explique qu'ils doivent voler car les monstres pullulent au sol la nuit tombée. Cette ville est protégée par des murs immenses et une puissante organisation appelée la garde de nuit, qu'ils divisent en plusieurs rôles, comme les gardiens qui défendent le périmètre. Ensuite, il y a l'élite des chasseurs de démons, sa propre escouade, qui porte le combat en territoire ennemi, leur mission principale étant d'éradiquer les populations de monstres dans les zones restreintes. Il mentionne aussi les protecteurs des routes qui escortent les convois de ravitaillement entre les villes, et même les chercheurs de savoir, des scientifiques risquant leur vie pour étudier de dangereux artefacts. Il se trouve que ces mêmes chercheurs servent aussi de professeurs à l'académie pour les nouveaux manieurs d'aptitude. Xuange est complètement enflammée par tout ça, déclarant qu'elle veut être une combattante de première ligne tout comme lui. L'ego de Yang Wu gonfle à vue d'œil, et il lui dit de laisser tomber les formalités et de l'appeler simplement grand frère Wu. Alors elle demande immédiatement à son nouveau grand frère de lui en dire plus sur son équipe de chasseurs de démons, ce qui le pousse à avouer maladroitement qu'il est en fait le plus faible de l'escouade. Il s'avère qu'en plus de lui, il y a 3 autres membres beaucoup plus intimidants.